Aujourd'hui, on va parler de cancer et d'intelligence artificielle. Une personne sur deux dans sa vie aura le cancer. Ouais. Le cancer est la deuxième cause de mortalité dans le monde, avec près de 10 millions de morts par an. Selon une étude américaine, en 2024, ChatGPT serait plus efficace que les médecins pour poser un diagnostic. L'IA toute seule a de meilleures performances que le médecin assisté par l'IA. Oh la vache. On peut prédire les cancers avec Google Maps. Ouais. On apprend vraiment plein de trucs, je ne savais pas que c'était possible. Pourquoi on n'a toujours pas trouvé de traitement contre le cancer? En fait, quand on a une maladie comme un cancer, déjà, il n'y a pas un cancer. En fait, il y a une multitude, probablement des centaines ou des milliers de cancers. On estime que c'est entre 50 et 100 mutations pour faire un cancer. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, on va parler de cancer et d'intelligence artificielle avec Jean-Emmanuel Bibeau, qui est chercheur, qui est professeur à l'hôpital Pompidou. Il va nous expliquer l'avancée actuelle et tout ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Vous allez voir, on va pouvoir prédire bientôt peut-être l'âge à laquelle on va mourir, savoir les maladies qu'on pourra peut-être attraper dans le futur avec l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies. Et vous allez voir, on va aborder un autre sujet qui est incroyable aussi avec l'intelligence artificielle, c'est le fait de mettre des capteurs dans le cerveau et on pourra bientôt lire dans vos pensées, c'est-à-dire qu'on voit en fait une image et grâce à l'intelligence artificielle, elle pourra la reconstituer sans qu'on ait à la dire. C'est incroyable, vous allez apprendre plein de choses dans cette émission, je suis très heureux de la faire. En tout cas, merci d'être là, de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube en 30 secondes avant de commencer la vidéo. Si vous nous regardez sur YouTube, vous pouvez liker la vidéo, mettre la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. On vous met plusieurs vidéos par semaine, tous les mercredis, vendredis et dimanches. N'hésitez pas à commenter l'émission aussi, ça nous aide beaucoup sur l'algorithme. Et puis le soir, quand on sort une vidéo, moi j'aime bien regarder ce que vous en avez pensé. C'est intéressant d'avoir vos retours à chaque fois. On crée ce média tous ensemble. Vous êtes environ 150 000 à vous abonner en plus chaque mois, donc merci d'être là de plus en plus nombreux. Et sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Amazon Podcast, si vous avez une plateforme d'écoute, vous pouvez nous écouter quand vous êtes sur la route, quand vous êtes dans les transports, si vous êtes en train le soir de travailler à la maison, si vous êtes chez vous en train de cuisiner ou en train de faire du sport, je ne sais pas, si vous allez courir, vous pouvez nous écouter comme ça en même temps. Merci en tout cas de faire de Légende le premier podcast de France. Et c'est parti avec Jean-Emmanuel Bibeau sur Légende. On y va. Bonjour, c'est Jean-Emmanuel Bibeau, je suis médecin-chercheur en oncologie et aujourd'hui on va parler d'intelligence artificielle et de cancérologie dans Légende. Eh ben voilà, bienvenue. Je vais te reprendre le clap, Jean-Emmanuel. Merci de venir jusqu'à nous. Ça va être très intéressant, vous allez voir. Donc l'oncologie, c'est tout ce qui est autour du cancer, la recherche sur le cancer. Toi, tu es à l'hôpital Pompidou aujourd'hui. Ouais. Alors tu es professeur aussi, médecin et chercheur. Donc tu connais bien le sujet. Tu vas travailler et tu travailles aujourd'hui donc sur la recherche, sur l'avancée avec l'intelligence artificielle. Vous allez voir à quel point ça avance vite. C'est plutôt une bonne nouvelle que tu vas apporter. Ah oui, on en a besoin. Ouais. Oui. On va montrer tout à l'heure, vous allez, j'espère, être très surpris. Moi, j'ai vraiment adoré préparer cette émission parce que ça va être vraiment très intéressant. Vous allez voir l'avancée technologique possible. On est allé filmer les nouvelles machines et tu vas nous parler d'un truc tout à l'heure, c'est que l'intelligence artificielle est capable aujourd'hui, si vous mettez des électrodes, on en parlera tout à l'heure, et si vous regardez une photo, vous regardez par exemple une photo de voiture, une voiture rouge, on imagine, et ben l'intelligence artificielle va comprendre avec votre activité cérébrale que vous êtes en train de regarder une voiture rouge et peut la redessiner. C'est-à-dire que maintenant, on va bientôt pouvoir contrôler et savoir ce que les gens pensent. Ouais. C'est un peu flippant. C'est déjà presque le cas parce qu'il y a eu une autre étude encore un peu plus récente, celle dont tu parles, c'est 2018, ensuite 2023, il y en a une de 2025, faite par Meta, où là, en fait, ils ont fait à peu près la même chose, mais pour... Meta, c'est Facebook, Instagram, voilà. Mark Zuckerberg. Pour prédire, en fait, ce que tu es en train de taper sur ton clavier, uniquement à partir de ton activité cérébrale et rien d'autre. Putain. Donc tu imagines avec les lunettes Ray-Ban Meta ce qu'on va pouvoir faire dans les années qui viennent. Les lunettes Ray-Ban Meta, c'est les lunettes qu'utilise par exemple Laurent Baffy pour faire des caméras cachées. Il y a il y a une petite caméra intégrée à l'intérieur et comme ça on a l'impression de voir exactement comme la personne qui les porte. Et du coup c'est très pratique. Ouais. Et d'ailleurs il y en a qui ont de la musique intégrée et bientôt je crois que ça peut traduire aussi si vous parlez pas anglais par exemple, vous parlez à quelqu'un qui vous parle en anglais, et bien ça va vous traduire en instantané. Aujourd'hui ça paraît irréel et puis je pense que si on regardera cette vidéo dans 10 ans, on se dira, non, évidemment, tout le monde a ça. Ouais, donc ça aux US, ça existe déjà. C'est déjà une feature qui existe en France. La traduction en instantané. Ouais. Et il y a pas mal d'IA dans les lunettes aussi. Par exemple, si tu regardes quelque chose pour les gens qui sont malvoyants, les lunettes peuvent te décrire ce que tu es en train de regarder. Bon. Donc, tu as des applications vraiment concrètes qui sont potentiellement assez utiles. Ouais. Je vais donner des chiffres. En 2023, on a pris ces chiffres-là. 433 136 cas de cancer ont été déclarés. Je parle pour la France. Hein. Ça correspond
en chiffres pour qu'on puisse imaginer la population de Nice plus Nancy et celle de Toulouse qui a 500 000. Donc vous imaginez, c'est quasiment la ville de Toulouse qui tous les ans apprend qu'elle a le cancer. C'est énormissime. Ouais, c'est en plus en augmentation, malheureusement. C'est un vrai problème de santé publique. On estime qu'il y a à peu près 1 personne sur 2 au cours de sa vie entière qui va être confrontée à un cancer. Donc clairement, on ne peut pas faire l'autruche, il faut être un peu informé et faire ce qu'il faut. 1 personne sur 2 dans sa vie aura le cancer. Ouais. C'est-à-dire qu'on est 2. C'est flippant. Hein. Bah ouais, c'est la vérité statistique un peu froide, quoi. Mais... Et combien de personnes vont s'en sortir en moyenne? Combien de pourcentage arrivent à guérir d'un cancer? Alors ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que ça n'a jamais été aussi élevé. On n'a jamais guéri autant de personnes que de nos jours. Mais il n'y en a jamais eu autant? Voilà, et globalement, c'est à peu près 40% des gens qui sont diagnostiqués qui sont guéris 5 ans après. Donc ça peut sembler pas beaucoup, mais en vrai, c'est assez énorme. C'est pas énorme, c'est-à-dire que tu n'as que 40%, quand tu apprends que tu as un cancer, 40% de chances de t'en sortir. Donc moins de la moitié. C'est ça, ouais. Alors, ça risque d'augmenter. Ça dépend un peu des types de cancers, tu vois. Pour les enfants, par exemple, il y a quelques temps, c'était vraiment une très mauvaise nouvelle. Maintenant, c'est 80-90% de guérison pour les enfants. Donc tu vois qu'il y a ça dépend un peu du type de cancer que tu as. Tu peux avoir des chiffres un peu différents. Selon l'Institut national du cancer, pour donner un dernier chiffre, après on va rentrer vraiment dans chaque sujet plus précisément, mais le cancer est la 2e cause de mortalité dans le monde, avec près de 10 millions de morts par an. Ouais. Et le nombre de cancers détectés par an augmente depuis environ 30 ans. Ouais. Ça augmente progressivement. Juste, quelle est la première cause de mortalité? La première cause, pour l'instant, c'est les causes cardiovasculaires. C'est tout ce qui est infarctus, etc. Mais avec le temps qui passe, on a l'impression que potentiellement le cancer va peut-être devenir la première cause dans les années qui viennent, notamment parce qu'on a le vieillissement de la population, mais pas que, parce que aussi on a authentiquement plus de cancers, y compris chez les gens jeunes. Putain, ça veut dire que si on se dit, tiens, il y a 1 personne sur 2 qui peut avoir un cancer dans sa vie, il y a 2 personnes sur 3 qui auront un cancer dans sa vie, ou un AVC, ou un problème cardiovasculaire, c'est la majorité des gens. Ouais, c'est même un peu plus que ça, ouais. On a peu de chances de mourir d'une mort naturelle dans son sommeil. En fait, ça ne veut pas dire grand-chose de mourir d'une mort naturelle dans son sommeil. Son cœur et son activité cérébrale qui s'arrêtent doucement. Ouais. Mais c'est effectivement pas la majorité. Pas la majorité des patients. Ça représente pas grand-chose. Non. Tu dois être confronté à ça tous les jours, toi, régulièrement. Tu me disais avant l'émission, tu as vu 35 patients aujourd'hui, donc tu as consulté, tu consultes tous les jours. Tu arrives à avoir le moral d'être confronté à tout ça? Alors ça, c'est une question qu'on a super souvent, et c'est assez marrant parce que, en fait, comme je suis dans un hôpital universitaire, on a pas mal d'étudiants en médecine qui viennent. En fait, ils viennent en stage en se disant ça va être horrible parce que je vais voir que des gens très malades qui vont décéder, etc. Et en fait, presque toutes les semaines, à la fin de la consulte, l'externe me dit, donc l'étudiant me dit ah mais c'est incroyable, je savais pas que vous guérissiez autant de personnes avec le cancer. Et donc en fait, nous, quand on est en radiothérapie, c'est ce que je fais au quotidien, en fait, on guérit beaucoup de gens. Donc moi, je ne suis pas confronté effectivement à des gens qui ont des maladies plus avancées, en tout cas moins qu'un oncologue médical, par exemple, qui fait de la chimiothérapie. Les gens qui font, on va dire, les traitements locaux comme la chirurgie ou la radiothérapie, et en fait, ils guérissent beaucoup de gens. Et donc, paradoxalement, en fait, c'est un métier qui est super gratifiant parce que tu rends un service incroyable à des gens qui avaient une maladie grave et qui reviennent et qui sont guéris. Tu vois le côté positif, quoi. Ouais, on voit beaucoup le côté positif. Pourquoi il y a plus de cancers qu'avant? C'est pas très clair. J'ai regardé sur Internet, il y a un peu des petites bribes, mais c'est quoi ton opinion à toi qui est vraiment confronté à ça tous les jours? Alors moi, c'est pas une opinion, c'est vraiment la science, on va dire, ce qui a été publié dans les différentes revues scientifiques médicales. Il y a eu plusieurs hypothèses. La première, c'était que simplement, la population est plus âgée. Donc on sait que plus on est âgé, plus on a un risque de développer une maladie cancéreuse, ça c'est un fait. Et donc, il y a eu des statisticiens qui ont regardé si c'était la seule raison qui pouvait expliquer cette augmentation-là. Et en fait, c'est pas la seule raison. Et donc, il y a des gens qui se sont dit, il y a peut-être une deuxième raison, c'est le fait qu'on le dépiste beaucoup mieux qu'avant. C'est-à-dire que maintenant, on fait des examens régulièrement qui font qu'on va voir des cancers plus qu'à une autre époque. Et donc, il y a encore des statisticiens qui ont regardé ça et pour voir si c'était une bonne deuxième raison. Et en fait, c'est pas non plus une bonne deuxième raison. Il y a une vraie raison, c'est que le nombre de personnes qui ont un cancer augmente vraiment. C'est pas que l'âge, c'est pas que le dépistage. Il y a d'autres facteurs qui sont pas super clairs. Et le problème, c'est que cette augmentation du nombre de personnes qui ont un cancer, il touche notamment les jeunes. Quand je dis jeunes, c'est en dessous de 50 ans, en fait, dans les études épidémiologiques. Et donc, il y a plein d'hypothèses. Une des hypothèses qui revient le plus,
mais qui est aussi controversée. La science, c'est pas des réponses toutes faites, c'est de la recherche, on teste des hypothèses, etc. Et donc, une des hypothèses qui revient le plus, c'est notamment la pollution avec les microplastiques dans ce qu'on mange et dans ce qu'on boit. Je viens de voir une étude il n'y a pas très longtemps qui montrait malheureusement que même dans les bouteilles en verre, il y avait peut-être plus de microplastiques que dans les bouteilles en plastique. À cause de la capsule, tu sais, il y a toujours un petit... une sorte de caoutchouc dedans, là. Et en fait, quand tu encapsules, ça envoie plein de micro-capsules dans l'eau. Donc en fait, peut-être que ce serait ça. Alors l'hypothèse de ce microplastique, c'est qu'en fait, ce microplastique serait ingéré. Il irait se loger, par exemple, dans la paroi du tube digestif. Et il créerait de l'inflammation, comme ça, pendant des années et des années. Et entre le moment où tu commencerais à être exposé aux polluants et le moment où tu fais vraiment une maladie, il peut y avoir 20 ans quasiment. Donc c'est pour ça que c'est très très dur de savoir quel est le vrai facteur de risque. Parce que parfois, entre l'exposition au facteur et le moment où tu fais la maladie, il y a un temps tellement grand que pour mener l'enquête, remonter au fil du temps, c'est très compliqué. Mais attends, mais on boit quoi comme eau alors? Parce que l'eau du robinet, il y a des produits chimiques. L'eau en bouteille, j'en parle même pas. C'est bourré de microplastiques. Oui. J'ai vu qu'il y avait des tests et qu'il y avait des classements même. C'est flippant. Je crois que la Monroucou, c'était la meilleure. D'ailleurs, c'est celle qu'on donne aux enfants. C'est des enfants, vous le savez, c'est celle que les hôpitaux conseillent pour mettre dans les biberons. Tu confirmes ça, ouais, c'est souvent. Alors, juste pour revenir là-dessus, en fait, il y a un classement, entre guillemets, des sources de microplastiques. L'eau, ça fait partie des sources, mais ce n'est pas la source la plus l'unique importante. raison. La plus importante, en fait, c'est les vêtements. Par exemple, dans les vêtements, tu as notamment tout ce qui est en acrylique, etc., tu as plein de petites particules qui peuvent passer la barrière de la peau, par exemple. Donc, si tu regardes un peu... Par la peau ? Ouais, si tu regardes un peu les études, par la peau et par l'air que ça dégage. Que tu respires. Est-ce que la moquette, c'est pas très bon ? Ça doit pas être terrible, ouais, effectivement. Donc, tu as Putain, on est dans un studio en moquette, fais chier, bêta. C'est pas bon pour la santé, la moquette. Et alors, il y a d'autres hypothèses, si on parle d'autre chose que le microplastique. Il y a toutes les expositions de, par exemple, ta mère, quand elle était enceinte de toi. On sait qu'il y a certains médicaments qui sont maintenant contre-indiqués. Je parle du Distilbène, ce genre de choses-là. Et en fait, potentiellement, il pourrait y avoir d'autres médicaments dont on ne connaît pas les effets toxiques ou d'autres substances que ta mère prendrait pendant qu'elle est enceinte de toi et qui causeraient un cancer des décennies plus tard. Putain, on a eu un hygiéniste ici qui nous disait, qu'on embrasse d'ailleurs, qui nous disait qu'un bébé naissait avec 200 composants chimiques dans le corps. En fait, on ne se rend pas compte, mais moi je me rappelle à l'époque, ma mère et les femmes enceintes, à l'époque, il y en avait qui fumaient. Il y en a encore qui le font. Pour relativiser un peu tout ça quand même, c'est qu'on n'a jamais eu une aussi grande espérance de vie que de nos jours. On n'a jamais vécu aussi vieux que de nos jours. On va dire que notre qualité de vie et notre espérance de vie n'a jamais été aussi bonne. Donc effectivement, on a ces expositions à ces facteurs de risque, on a de quoi être un peu angoissé, mais il faut quand même garder en tête que l'époque dans laquelle on vit, elle nous protège quand même beaucoup plus que, on va dire, il y a quelques siècles. On n'a pas fini sur ces discussions de l'eau. Tu m'as dit, donc eau du robinet, il y a des produits chimiques, bouteille en plastique, il y a des microplastiques, bouteille en verre, il y a des microplastiques dans le capuchon, dans le bouchon. Qu'est-ce qu'on boit ? J'ai pas la réponse en fait, c'est pour ça que j'essaye d'éviter la réponse. Tu bois quoi toi ? Moi je bois de l'eau du robinet, ouais. Mais bon, c'est pas non plus potentiellement pas parfait. Ça dépend où tu habites, mais ça dépend des tuyaux. Ouais, en France, on est quand même globalement, il faut aussi savoir une deuxième chose, c'est qu'il y a une quantité de contrôle sur la qualité des eaux que l'on boit qui sont faramineuses, très importantes. Il y a eu des polémiques aux États-Unis, certaines villes où il y avait des eaux très polluées. On n'est pas comme ça en France, c'est différent. Pourquoi en 2025 j'ai regardé un peu les questions que les gens se posent sur les réseaux, sur Internet, etc. Pourquoi on n'a toujours pas trouvé de traitement contre le cancer ? Est-ce qu'il y a une formule miracle qu'on pourra peut-être trouver un jour qui arrêtera la cellule cancéreuse ? Alors, en fait, quand on a une maladie comme un cancer, déjà, il n'y a pas un cancer. En fait, en réalité, et ça on l'a compris avec le fil de l'histoire, et la compréhension biologique, c'est-à-dire des mécanismes biologiques qui font que tu as un cancer. En fait, il y a une multitude, probablement des centaines ou des milliers de cancers. Chaque cancer est différent parce qu'il est issu de plein de mutations génétiques qui se sont accumulées chez le patient. On estime que c'est entre 50 et 100 mutations pour faire un cancer. Donc en fait, évidemment qu'il n'y a pas un médicament ou une molécule ou une substance qui va permettre de régler le problème lié à cette mutation alors qu'il y en a des centaines. Ça n'a pas de sens de dire ça. Effectivement, on lit beaucoup de choses sur les réseaux sur il y a tel médicament qui existe ou alors telle substance qui a été testée par tel médecin dans les années 50 et qui a été étouffée par l'industrie et tout. Non,
enfin, je pense qu'on peut le dire, hein, honnêtement, ça tient plus de la conspiration qu'autre chose. J'ai vu les Russes avaient trouvé le médicament contre le cancer. Ouais, il y a aussi toutes les histoires régulièrement du vaccin contre le cancer. Le vaccin contre le cancer. À Cuba, il y a eu ça, etc. En Russie, il y a eu ça aussi. Bizarrement, ça j'en ai entendu parler il y a 10 ans, bizarrement, on l'a toujours pas vu. Donc je pense qu'il faut sortir un peu de ça. Et pour comprendre ça, il faut bien comprendre que faire des traitements contre le cancer, c'est extrêmement complexe. C'est-à-dire qu'il faut d'abord comprendre sur le plan biologique comment ça fonctionne, c'est-à-dire faire des études qui sont très compliquées, d'abord sur des cellules, ensuite sur éventuellement des modèles animaux, et puis ensuite on va commencer sur... c'est long, quoi. C'est très long, ça coûte très très cher, et personne n'a la réponse. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se tourner les pouces, il y a vraiment une quantité de dizaines de milliers de chercheurs dans le monde qui travaillent sans cesse sur ça, et c'est très très compliqué. Avec l'IA, ça va s'accélérer, on va en parler. Tu as sorti un livre qui s'appelle Cancer Confidential. Ouais. Confidential. C'est ça. C'est un petit hommage à LA Confidential. L'histoire du cancer des secrets d'hier aux révolutions de demain, c'est chez Équateur, voilà, l'éditeur. Si vous allez chercher Jean-Emmanuel Bibault, B-I-B-A-U-L-T, je vous mettrai le lien dans la description sur YouTube. Et si vous allez chercher pareil sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast, si vous nous écoutez en podcast audio, merci d'être là. En tout cas, vous pouvez nous écouter sur la route, en train de faire du sport, le soir, en train de cuisiner aussi. En tout cas, merci. Les gens des premiers podcasts de France, grâce à vous tous qui arrivez de plus en plus nombreux, quand vous en parlez à vos amis, continuez d'en parler, ça nous aide vraiment beaucoup. Quand vous en parlez aux potes la journée, quand vous en parlez aux collègues de boulot, quand vous en parlez au sport, aussi aux amis, en famille, en train de dîner. Merci d'être de plus en plus nombreux à partager l'info et être de plus en plus nombreux à nous suivre. 2041, l'Odyssée de la médecine, c'était ton premier livre qui a très très bien marché. Et du coup, maintenant, c'est le deuxième. Donc voilà, je vous mettrai les liens des deux si vous allez les chercher, ça vous intéresse comme sujet. Juste avant, le cancer, on a l'impression que c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Mais en fait, en lisant ton livre, justement, le dernier, tu expliques qu'en fait, même les hommes préhistoriques, ça j'ai appris, avaient des cancers. Comment on l'a su, ça? Alors ouais, justement, j'ai appris moi-même beaucoup en écrivant le livre, parce que je me suis documenté, j'ai lu des livres, j'ai lu plein d'articles, etc. Et donc, effectivement, il est bourré d'anecdotes étonnantes parfois sur l'histoire du cancer, dont, effectivement, les premiers cas de cancer. Alors, comment est-ce qu'on a trouvé les premiers cas? En fait, c'est simplement qu'on a cherché sur des squelettes, on a retrouvé des traces indirectes de cancer. Et donc, on a retrouvé effectivement des traces d'un certain cancer qui s'appelle l'ostéosarcome, qui est une maladie assez rare. Sur les os? Voilà, exactement, et qui touche en général plutôt les patients jeunes. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, à l'époque, il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, et même si les hommes préhistoriques, entre guillemets, les homininés, on dit, ne vivaient pas très longtemps, ils avaient quand même, malgré tout, certains d'entre eux avaient quand même des cancers. Donc en fait, c'est une maladie qui n'est pas une maladie moderne, mais c'est une maladie qui est essentielle. L'espérance de vie a vachement évolué. La moyenne d'âge au Moyen-Âge était de 27 ans. Ouais. C'est-à-dire qu'on pouvait espérer vivre 27 ans, on se mariait à 13 ans, on avait des enfants entre 14 et 15 ans, parce qu'on vivait que 27 ans. Donc le temps d'essayer de les... Voilà, C'est pour ça que je disais ça tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on a l'impression qu'on est exposé à plein de polluants, que ça ne va pas, etc. Mais en réalité, si on prend du recul... En fait, on a une espérance de vie qui est quasiment 3 fois plus importante qu'à l'époque. Ça a quand même progressé sur ce point-là. Juste, toi, tu voulais faire du cinéma avant. Juste pour comprendre, pourquoi tu es parti d'un coup, tu partais dans le cinéma et tu pars pour faire oncologue? Alors en fait, c'était dans l'autre sens. J'ai commencé en faisant médecine. Et pendant que je faisais de la recherche, à peu près au milieu de mon internat, je me suis dit, comme j'ai un peu de temps, peut-être que je pourrais passer le concours de la FEMIS, qui est une grande école du cinéma, et c'est un truc qui me trottait depuis pas mal de temps. Et j'ai pas eu le concours, malheureusement, mais on va dire que je caresse encore un jour l'idée peut-être de faire soit un scénario, soit réaliser un court ou un long, on verra bien. Je suis encore un peu jeune, on verra. Et tu as quel âge aujourd'hui? 42. 42 ans. Et tu as eu c'est en 2015, tu vas faire une thèse sur la machine learning. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire machine learning appliqué à la cancérologie? Alors en fait, le machine learning, en français, on dit l'apprentissage machine ou l'apprentissage statistique. C'est une sous-catégorie de l'intelligence artificielle. Quand on parle d'intelligence artificielle, globalement, il y a ce qu'on appelle l'IA symbolique, où en fait on demande à des humains de créer des règles à la main, et ensuite c'est la machine qui va appliquer ces règles-là pour obtenir une réponse. Mais ça, c'est un petit peu tombé, entre guillemets, en désuétude. Et maintenant, de nos jours... C'est pas ce qu'il y avait à l'époque de Akinator, par exemple, non?
Alors, c'est un Tu te rappelles de ça, si, Akinator? ouais, C'était, vous recherchiez quelqu'un et disiez, tiens, est-ce que c'est une fille, un garçon? Est-ce que c'est une personne plutôt âgée, plutôt jeune? Et à la fin, il trouvait la personne à laquelle vous pensiez. Bah, c'est exactement ça, en fait. C'est une série de règles. En général, c'est si, alors. Oui, c'est un Y, quoi, à chaque fois. Exactement. Alors, gauche ou parfois, droite. c'est peut-être plus complexe que juste 2 embranchements, mais en gros, c'est un peu ça l'idée. Et donc ça, c'est un peu moins utilisé de nos jours, on va dire, en IA. Et donc maintenant, ce qui est beaucoup plus utilisé, c'est le machine learning, où là, tu ne demandes pas à des humains de créer des règles, tu fournis des données à une machine, elle va elle-même créer ses propres règles pour obtenir la meilleure réponse, et ensuite elle va les appliquer pour t'aider. Comment tu te retrouves, juste avant de parler d'anecdotes, et pour bien comprendre, aujourd'hui on peut prédire la mort, même avec un algorithme et tout, c'est assez flippant. Juste, tu vas faire tes études à Stanford, tu es français, tu pars dans la 3e université de la planète, hein, si je dis pas de bêtises, c'est je crois 3e au classement mondial des universités. Comment tu te retrouves à Stanford accepté? En fait, quand j'étais en train de faire ma thèse d'informatique, qui était différente de la thèse de médecine que j'avais fait avant, j'ai écrit au directeur du labo d'IA de Stanford complètement comme ça, un cold mail comme on dit, et en me disant le mec il répondra jamais de toute façon, mais bon, ça ne coûte rien de le faire. Et j'envoie ça le soir, et puis avec le décalage horaire, je me réveille le lendemain, et puis je vois qu'il m'avait répondu direct. Et donc je me dis, mais c'est incroyable, etc. Et je savais qu'il allait parler dans un congrès américain de cancérologie à Boston. Et donc je lui dis, est-ce que je pourrais aller vous retrouver après l'endroit où vous parlez pour discuter? Et il me dit, ah oui, viens après la session, et puis on fera connaissance et tout. Et donc j'allais à Boston pour le congrès de toute façon, donc je vais à la session, un peu en avance, et pendant la session, là où il parlait, je vois qu'en fait, il cite sans arrêt un article scientifique que je venais d'écrire sur le sujet. En 2015, en fait, l'IA, c'était pas du tout comme aujourd'hui, ça commençait à monter pas mal. Commençait à entendre parler. Ça faisait 3 ans, grosso modo, que ça montait pas mal, mais c'était pas non plus comme aujourd'hui. Et donc, quand j'ai vu qu'il me citait beaucoup et tout, je me suis dit, bon, voilà, l'affaire est dans le sac. Et donc, je suis allé le voir à la fin, et puis il m'a dit, ok, viens faire de la recherche dans mon labo, et ça s'est fait comme ça. Ouais. On a entendu parler de l'intelligence artificielle petit à petit. Il y a même eu un film avec Steven Spielberg à l'époque, IA. Ouais. IA, ouais. Non, il s'appelle AI d'ailleurs, ouais. Non? Ouais, c'est ça. J'entends des mots, j'entends ce mot-là se répéter, là, un nouveau mot qui arrive depuis quelques temps. J'ai l'impression que ça va être de plus en plus gros aussi, c'est les nanoparticules. Est-ce que toi, tu t'y connais un peu là-dedans? Alors, je ne sais pas mon expertise totale. Je sais qu'en médecine, ça va être très utilisé. Dans le livre, j'en parle pour la cancérologie notamment. Les nanoparticules, ça peut être intéressant parce qu'on va notamment sensibiliser les cellules du cancer à la chimiothérapie ou à la radiothérapie en les injectant directement dans le cancer, par exemple. Donc oui, il y a beaucoup d'utilisations. Pour l'instant, ça ne fait pas encore complètement partie de l'arsenal thérapeutique, on va dire, de la vie de tous les jours, mais potentiellement, dans les années qui viennent, ça va être intéressant. Ouais. Nanoparticules, c'est des micro-robots, ils se détruisent tout seuls, que vous pouvez mettre, par exemple, il y a plusieurs utilisations qui ont été déjà testées par l'armée. Par exemple, sur une plaie, vous pouvez mettre une goutte de ce produit, c'est sous forme de produit liquide, hein, et tu as des nanoparticules, du coup, qui vont agripper la chair et qui vont la resserré, mais c'est invisible à l'œil nu. Ça va favoriser la cicatrisation. Ouais. Alors, c'est pas forcément toujours des robots, hein. Ça peut simplement aussi être des petites particules toutes simples qui ont certaines propriétés. Il utilise les micro-robots pour être dans les yeux, pour voir la nuit. C'est-à-dire que maintenant, tu te mets une goutte dans l'œil et tu vas pouvoir voir la nuit pendant 10 heures. À la place d'avoir des lunettes vision, des JVN, des jumelles à vision nocturne, tu auras juste une goutte. Non, mais c'est fou, c'est l'armée qui a parlé de ça. Souvent américain, ouais. Souvent américain? Oui. L'IA est beaucoup plus avancée. Justement, toi qui as bossé à Stanford, est-ce que c'est très différent que la France? C'est pas très différent en termes de degré, on va dire, d'expertise technique. C'est qu'en France, on a quand même on est assez bon. On a des très bonnes écoles. Je pense à l'ENS, je pense à Centrale, je pense à Polytechnique, etc. Il y a des gens qui sont extrêmement bons dans ces écoles-là. Donc sur ce plan-là, je dirais plutôt non. Là où on est un peu plus en difficulté, on va dire, c'est l'échelle des choses, c'est-à-dire l'échelle de financement. Là-bas, les financements sont vraiment plus importants. On en a déjà parlé pas mal récemment. Et puis les échelles d'accès aux données. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, pour faire de l'IA, il faut avoir des données pour entraîner la machine à faire un algorithme. Ah oui, en France, on ne va pas trop donner les données médicales. Et en fait, en France, on peut le donner, hein, mais c'est très réglementé. Heureusement que c'est bien réglementé, mais peut-être que c'est un tout petit peu trop, et donc ça ralentit un peu les choses, donc il y aurait sans doute un petit équilibre à faire là-dessus. Ouais. D'accord. Alors, en France, 53% des gens, donc plus de la moitié, déclarent utiliser l'intelligence artificielle tous les jours dans leur milieu professionnel. À quel point l'IA est répandue aujourd'hui dans la médecine pour comprendre? Après, on va rentrer dans les détails. Alors, il y a à 2 niveaux, elle est très répandue. Premier niveau, c'est par exemple pour préparer les traitements.
Donc typiquement en radiothérapie, pour expliquer en 2 secondes, avant de faire des séances de radiothérapie où on va envoyer des rayons X dirigés sur le cancer. Des ondes. Voilà. Alors c'est pas des ondes, Oui, non, mais des rayons X, c'est comme des photons, comme la lumière, mais avec une énergie très importante. Eh bien en fait, on a besoin de faire un scanner du patient, comme quand on passe un scanner pour un problème autre, et on va ensuite dessiner sur ce scanner à la main les organes du patient, c'est-à-dire son anatomie à lui. Comme un personnage de jeu vidéo, tu sais, on fait en 3D un personnage, donc là on fait en 3D le personnage du patient, et ensuite on va se servir de ce modèle en 3D pour programmer la machine qui va envoyer les rayons. Donc ça c'était fait à la main, tu vois, et ça prenait plusieurs heures parce qu'il fallait faire chaque coupe du scanner, parfois 500 fois, 400 fois la même chose. Et donc maintenant c'est fait par de l'IA, automatiquement, et c'est fait en 2 à 3 minutes. Donc les images, elles sont envoyées sur un serveur qui est dans l'hôpital. Et le serveur, il renvoie les images déjà entièrement préparées. Donc nous, on n'a plus besoin de le faire, on n'a plus besoin de passer 3-4 heures à le faire. Ça fait gagner du temps, quoi. Donc on gagne beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps. Alors un petit message quand même, c'est que la machine ne le fait pas toute seule. Une fois qu'elle l'a fait, nous, on va toujours vérifier derrière que la qualité de ce qu'elle a fait est bonne. Parce que, ça c'est un deuxième message, l'IA à l'heure actuelle, elle est très forte, elle fait des choses bien, vite, mais elle est assez imparfaite. Enfin, les gens qui servent de ChatGPT, par exemple, souvent, on peut être obligé de changer certaines tournures de phrases. De rattraper. Voilà. Et donc, c'est pareil en médecine. En fait, on repasse derrière pour vérifier que ça correspond bien à ce qu'on veut. Donc ça, c'est un premier exemple de routine où c'est vraiment utilisé tous les jours. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de taper ces symptômes sur Internet pour savoir la maladie qu'on a? Toi qui es chercheur, oncologue, en cancer, etc., est-ce que c'est une connerie ou est-ce que c'est une bonne idée de taper sur ChatGPT, j'ai mal ici, puis j'ai un peu un petit mal de tête, machin? C'est très marrant comme question parce qu'en fait, ça fait plusieurs semaines que j'ai des patients qui viennent en consultation et qui, en fait, ont posé des questions à ChatGPT et qui me disent qu'en fait, ils aiment bien le faire parce que ChatGPT explique très bien et explique mieux, entre guillemets, que les pages qu'ils peuvent lire quand ils font une recherche Google. Sur Doctissimo, voilà. tout ça. En fait, ils me disent quand tu fais une recherche sur Google, tu tombes toujours sur des trucs ultra flippants qui ne te sont pas personnalisés pour toi, qui ne sont pas exactement ta situation, alors que sur ChatGPT ou un autre LLM, c'est plus personnalisé. Petite nuance quand même. Surtout, ne pas mettre de données personnelles. Parce que si vous mettez votre nom, si vous uploadez des comptes rendus tels quels, en gros, c'est comme si vous mettiez ça dans le public. Et puis, deuxième chose, toujours en parler avec votre médecin derrière. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes tout seul face à l'IA, parfois même si elle est bien, elle peut quand même vous raconter un peu des bêtises. Et donc, il faut toujours en parler au médecin et voir si effectivement ce qu'elle dit est bien la vérité, quoi. Selon une étude américaine, en 2024, ChatGPT serait plus efficace que les médecins pour poser un diagnostic. 87, ouais. Donc ils l'ont entraîné avec beaucoup de données. 87% de bons diagnostics contre 65% pour les médecins. Donc j'y venais. Ça, c'est une étude en fait qui a été faite avec GPT-4. Donc c'est même pas le dernier modèle de OpenAI, qui n'est pas non plus un modèle en plus médical, qui est un modèle un peu généraliste, une IA généraliste. Et donc effectivement, ils ont fourni, des tableaux de symptômes. Et ils l'ont donné au médecin, ils l'ont donné à la machine, et la machine, effectivement, fait mieux que le médecin. Mais alors, depuis cette étude-là, il y en a une encore plus récente, qui date d'il y a peut-être 2 mois, qui est une étude qui a été faite sur 150 médecins versus l'IA. Alors là, ils ont pris un modèle qui est un peu plus poussé, qui est un modèle que l'on appelle de raisonnement, qui s'appelle O3, pardon, et donc, qui est toujours de OpenAI. Et donc là, ils ont fait des raisonnements médicaux complexes sur des maladies rares ou complexes. Donc de la néphrologie, des maladies du rein, des maladies de médecine interne. C'est comme dans Dr House, c'est des choses qui sont très complexes, entre guillemets. Et ils montrent aussi que là, les humains sont encore plus écrasés, quasiment d'un ratio 1:3. Oh. Et donc c'est pour ça que souvent, il y a 2-3 ans, quand on me posait la question, est-ce que tu penses que l'IA va remplacer les médecins? Je disais, mais non, c'est sûr que l'IA va pas remplacer les médecins. Aujourd'hui, je ne dis pas non plus que l'IA va remplacer les médecins, mais je suis beaucoup plus prudent par rapport à ce qui va être fait, parce qu'il y a des vraies questions éthiques qui se posent derrière. C'est-à-dire que si demain, par exemple, en tant que patient, tu vas voir un médecin qui n'utilise pas l'IA, peut-être que ça sera une sorte de perte de chance, tu vois. Peut-être que tu vas perdre des chances médicales. C'est bien de peut-être jumeler les deux pour l'instant. Voilà, donc pour l'instant, c'est encore plus complexe que ça, et là je vais peut-être te faire un peu plus peur encore. Il y a une autre étude qui a été faite par Google pour un autre modèle qui s'appelle AMI, mais peu importe, où justement ils ont comparé la capacité à poser toujours le bon diagnostic entre 4 méthodes différentes. La recherche Google classique, qui marche pas très bien, le médecin qui se sert de la recherche Google classique, qui marche moyennement, le médecin tout seul, et le médecin assisté par une IA, et enfin l'IA toute seule. Et il montre qu'en fait, l'IA toute seule
a de meilleures performances que le médecin assisté par l'IA. Oh la vache. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, peut-être qu'en fait le médecin, par son manque de formation ou par les a priori ou les biais cognitifs qu'il peut avoir par rapport à une IA, il a tendance à polluer, entre guillemets, son esprit et son... Donc tu as la complexité des questions éthiques qui vont se poser. Demain, est-ce que si tu as un médecin qui se sert d'une IA, alors qu'en fait c'est peut-être moins bien qu'une IA toute seule, est-ce que c'est acceptable? C'est-à-dire que ça va être des IA plus intelligentes aujourd'hui que des êtres humains. Alors, ça c'est ce qu'on appelle la singularité. Pour l'instant, en fait, on n'y est pas. On peut d'ailleurs dire que quand on a l'impression sur ChatGPT, par exemple, d'être face à une intelligence, en fait, on n'est pas face à une intelligence. Il faut bien que les gens le sachent. En fait, la façon dont ça fonctionne, des modèles de type ChatGPT, ce sont des grands modèles de langage qui ont été entraînés sur des millions de textes et qui ont appris les corrélations statistiques entre différents mots. Là maintenant, elle parle beaucoup mieux, ChatGPT. Enfin, moi j'ai mis en voix féminine, machin. Et en fait, t'as une voix, mais c'est impressionnant. Elle rigole un peu avec toi et ça, c'est impressionnant. En un mois là, ils ont encore changé la voix. C'est choquant. En fait, ce qui est impressionnant, si tu regardes de près, c'est les progrès qui sont faits par OpenAI. Et il n'y a pas que OpenAI, il y a aussi Grok, qui est de xAI, qui est la start-up d'Elon Musk en IA, et qui a aussi une version voix avec plein de modes de voix différents. Donc tu peux lui demander de faire une voix agressive, de faire une voix gentille, de faire une voix excitée. Enfin, il y a plein de voix très divises, très étonnantes. Donc oui, il y a beaucoup de progrès là-dedans. Un Américain qui s'appelle Brent Franson, en 2024, a créé l'application Death Clock qui permettrait, d'après lui, de connaître l'heure exacte de notre mort grâce à un algorithme. Est-ce que l'IA pourrait aider les médecins pour prédire la mort de quelqu'un, se dire ok, lui, il va à peu près mourir à 90 ans? Alors, première chose à dire, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, ce sont des probabilités. Donc il n'y a pas de déterminisme, aucun modèle n'est parfait. Je ne peux pas te dire à 100% ce qui va se passer, personne ne peut le dire d'ailleurs, même si tu as un super modèle. Deuxième chose, oui, il y a plein de travaux sur cette thématique-là, je peux en citer 2 qui sont particulièrement intéressants. Il y a un qui est sorti il y a quelques semaines, qui s'appelle Face Age. En fait, on prend une photo de ton visage, et à partir de photos de ton visage, on peut déterminer ton âge biologique. L'âge biologique, c'est différent de ton âge, on va dire. Non, je veux bien que tu expliques. Et donc l'âge biologique, grosso modo, c'est, entre guillemets, l'âge qu'a ton corps d'un point de vue pratique, qui peut être différent de ton âge réel. Calendaire. Voilà, exactement. Et donc il y a des gens qui gens qui ont, on va dire, 40 ans, pendant un âge moyen. Tu as 40 ans et tu n'as pas 40 ans. Voilà, donc et ça peut être dans les deux sens. Tu peux avoir des gens qui sont en vrai plus âgés qu'ils ne le sont, et à l'inverse, tu peux avoir des gens qui sont plus jeunes qu'ils ne le sont. Et donc ça marche bien. Ça marche tellement bien d'ailleurs qu'ils ont montré qu'en utilisant Face Age, ils pouvaient prédire les patients, notamment lorsqu'ils avaient un cancer, qui avaient plus ou moins de chances de survie ou pas. Donc pour répondre à ta question, ça a été publié dans un très très grand journal, donc c'est très sérieux, mais une fois de plus, c'est jamais du 100%. C'est une application, Face Age? Alors, c'est pas une application, pour l'instant c'est de la recherche clinique pure, et c'est pas disponible comme ça sur l'App Store, on va dire. Pourquoi il y a des gens qui ont un âge plus avancé que d'autres? C'est par exemple le boulot, le métier, le stress? Ouais, alors quoi les premières sources, c'est les plus simples, les plus connues, je vais pas dire de grands scoops, c'est le tabagisme. Ça va participer à ton âge, à l'avancement de ton âge. La consommation d'alcool. Tabagisme, très mauvais? Très très mauvais. Probablement le plus mauvais, pas que pour le cancer, pour tout un tas de maladies, y compris cardiovasculaires, les AVC, les infarctus, etc. Donc très très mauvais, évidemment. L'alcoolisme, enfin la consommation d'alcool régulière. Le surpoids, ou aussi le manque d'activité physique, l'obésité évidemment. Et puis plus récemment, les aliments ultra transformés, comme on dit. Toutes ces choses-là, en fait, qui font que ça peut abîmer ton métabolisme, ou alors ça peut abîmer aussi tes organes, donc ton foie, tes reins, ton cœur, etc., etc. Il y a 20 ans, on disait que tel produit, c'était super. Maintenant, on dit que c'est cancérigène. Il y a 20 ans, on disait qu'il fallait pas faire ci, qu'il fallait faire ci, puis maintenant, on dit qu'il faut pas le faire. Ça, petit à petit, on se rend compte que certains produits qu'on vendait il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans étaient soi-disant super à l'époque, finalement, sont très dangereux. Aujourd'hui, il y a un nouveau truc qui est arrivé. Je ne suis pas prévu d'en parler, mais je voudrais avoir ton avis dessus. C'est intéressant, toi qui es chercheur pour le cancer, en oncologie. La cigarette électronique. Est-ce que c'est dangereux ou pas? Alors, il y a des études toutes récentes d'ailleurs qui ont l'air de montrer que les gens qui fument la cigarette électronique ont malheureusement plus de maladies pulmonaires, par exemple comme de l'asthme, si tu veux, mais ça s'appelle de la BPCO. Donc malheureusement, c'est pas parfait. Mais il semble aussi que ça soit entre guillemets moins pire de vapoter que de fumer la cigarette, et il faut plutôt le voir comme une sorte de pont vers l'arrêt définitif de la consommation qu'une consommation chronique de vapotage, quoi. Oui, c'est plutôt l'équivalent du patch qu'on pouvait porter à l'époque. Dans les études, c'est plus efficace que le patch, il semble.
Et donc on peut prédire la mort. On apprend quand même des trucs. J'ai une deuxième étude sur la prédiction de la mort, si tu veux, en 2 secondes. C'est pas sur les visages, c'est sur les scanners. Imagine, tu vas aux urgences et puis on te fait un scanner parce qu'on a une suspicion d'appendicite. Tu vois, quand tu as mal dans le bas du ventre, on te fait un scan pour voir s'il n'y a pas une appendicite. En fait, il y a des études, une étude notamment australienne qui est relativement ancienne, mais qui montre que en donnant le scanner à une IA, que tu aurais entraîné au préalable à le faire, eh ben, elle est capable de savoir les gens qui vont décéder dans 5 ans ou pas. En voyant des choses qui ne sont pas vues, on va dire, à l'œil d'un radiologue humain, quoi. Et comment on les entraîne? On leur montre des... Alors, celle-ci, par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris, je dis n'importe quoi, mais X patients, 1000 patients, pour lesquels on avait les données de survie à 5 ans. On savait s'ils décédaient ou pas. Dans le passé. Voilà, et on regarde dans le passé, on dit qu'on fait de la rétrospection. Tu leur donnes des radios il y a 15 ans et tu vois si... et tu l'entraînes à reconnaître les choses comme ça, et du coup, tu peux t'en servir maintenant pour du prospectif. Ouais. Si vous saviez la date exacte de la mort de quelqu'un, toi qui es professeur, médecin, en oncologie, est-ce que tu dirais? Alors déjà, on ne peut pas savoir la date exacte, on ne peut avoir que des pronostics. Non, si on pouvait le savoir. Si on pouvait, très théoriquement, on était certain de le savoir. Alors, j'aurais tendance à répondre plutôt non. Et là, je vais faire une référence cinématographique, puisque tu as dit que j'aimais bien le cinéma. Il y a un film que je trouve vraiment excellent, qui s'appelle Gattaca, en fait, où tu as le personnage principal qui est né naturellement dans un monde où tout le monde est né avec du génie génétique. C'est-à-dire que les gens sont modifiés pour être les meilleurs d'eux-mêmes. Et comme il n'est pas modifié, il est destiné à devenir balayeur. En fait, lui, il veut devenir absolument astronaute. Et donc, il arrive à être astronaute malgré son très mauvais patrimoine génétique. Et donc, l'idée de ce que je dis là, c'est que même si tu avais une super prédiction, je ne suis pas un déterministe à 100%. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'on puisse absolument dire « vous allez mourir quoi qu'il arrive ». Et donc, je pense que c'est trop anxiogène et trop incertain, même si tu penses avoir un super modèle, une super prédiction. Est-ce que si on vous donnait une enveloppe à tous, là, même les membres de l'équipe, on vous donnait une enveloppe avec à l'intérieur la date de votre mort et l'heure, est-ce que tu l'ouvres ou pas? Est-ce que ça rend pas le truc absolument abominable de savoir que tu vas mourir? Parce que tout le monde va y mourir. Il n'y a pas un humain qui ne meurt pas aujourd'hui. Ouais, non, peut-être qu'un jour on y arrivera à transférer la conscience. C'est ce que disait Elon Musk là, il voudrait faire ça, il y travaille. Ouais. Mais est-ce que d'ici là, est-ce que si tu pouvais le savoir, est-ce que tu regarderais? Non, je pense pas. Franchement, je pense pas. Parce qu'en plus, c'est fou, c'est une bonne question ça. J'ai pas pensé, mais il y a la question derrière de l'imprévu, c'est-à-dire que on peut te prédire si tu as une maladie que tu vas décéder de cette maladie-là, mais par contre on peut pas prédire quand je vais sortir même d'ici si je vais pas être renversé par un camion, quoi. Non, mais là je te dis, imagine, c'est certain, quoi. Non, voilà, c'est en fait c'est quelqu'un qui revient du futur, qui sait quand tu meurs, qui te donne une enveloppe, il dit tiens tu l'ouvres si tu veux, il y a l'heure exacte et ce qui va t'arriver. Ouais. Je suis pas sûr qu'on ait envie de savoir. Non, je crois pas. Ouais. Parce que ça rendrait le truc dramatique. Il y a des gens qui deviendraient fous. Je pense pas que tu puisses vivre au quotidien en sachant ta date. Ouais. Je voudrais qu'on aborde les cancers sur les femmes, sur les hommes, si tu veux bien. Comme c'est la deuxième source de mortalité dans le monde, le top 3 des cancers qu'ont les femmes, c'est quoi? Alors, l'un des premiers, c'est le cancer du sein. C'est pour ça que c'est super important de faire le dépistage entre 50 et 74 ans. Le deuxième, malheureusement, c'est le cancer du poumon, qui a beaucoup monté. Parce qu'en fait, les femmes ont commencé à fumer plus tard, d'un point de vue sociétal, plus tard que les hommes. Maintenant, elles les ont rattrapées, et donc elles ont beaucoup de cancers du poumon aussi, malheureusement. Et parmi les 3 premiers, il y a aussi tous les cancers colorectaux, qui sont assez fréquents, notamment à partir de 50 ans. Et c'est aussi pour ça qu'il faut faire le dépistage pour ce type de cancer. Alors, c'est pas les mêmes chez les hommes, étonnamment. Bah oui, parce qu'on n'a pas la même anatomie, ouais. Voilà, le cancer le plus fréquent chez les hommes, c'est quoi? C'est la prostate. La prostate, c'est un organe que n'ont pas les femmes, qui est à l'intérieur de... Exactement. Voilà, du corps. Du corps. Voilà, comme tous les organes, finalement. C'est très juste, très juste. Enfin, non, il y a 2-3 trucs qui sortent, mais c'est à l'intérieur, en fait, du côlon. On peut... c'est ça. Alors, la prostate, elle est située en avant du rectum et un peu en dessous de la vessie. Oui, on va dire dans le pelvis. Et sa fonction, en fait, c'est notamment de sécréter le liquide séminal qui sert à faire le sperme. Et donc, effectivement, c'est vraiment le premier cancer chez les hommes. Le deuxième, c'est le poumon aussi. Et le troisième, colorectal aussi. Ah oui, donc ça reste quand même... C'est juste la prostate qui passe devant, et les femmes ont le sein, et les hommes la prostate. On en est où, d'ailleurs, du cancer du sein pour les femmes? Est-ce que ça évolue? Je sais que... voilà, il y a eu beaucoup de morts ça évolue beaucoup. Dans le bon sens? Tous les plans, oui. Alors, on peut parler un petit peu de différents plans, mais l'un des principaux, je réinsiste dessus parce que c'est quand même important,
En France, il n'y a que 60% des personnes qui devraient faire le dépistage qui le font. 40% qui ne le font pas, c'est beaucoup. Sans non plus les stigmatiser, mais il faudrait qu'on arrive à faire mieux. Et c'est dommage parce qu'en fait, le fait de diagnostiquer ce genre de maladie-là à un stade précoce, on le guérit beaucoup mieux. Exemple, si on diagnostique une toute petite tumeur, on va peut-être faire une opération chirurgicale et pas forcément de radiothérapie ou pas forcément d'hormonothérapie ou pas forcément de chimiothérapie. Tu vois. À l'inverse, si tu diagnostiques une maladie qui est beaucoup plus importante dans le sein, avec par exemple des ganglions qui sont atteints, voire des métastases dans le foie, et là, tu vas tout de suite devoir avoir des traitements qui sont beaucoup plus lourds, type chimiothérapie, par exemple. Et évidemment, les conséquences sur ta qualité de vie ne sont pas les mêmes. Donc clairement, il y a un gros enjeu. Et pour te donner une réponse sur les projets, sur les progrès, il y a à peu près 2 ans, une étude qui a, par exemple, montré qu'on arrivait à utiliser une IA pour interpréter les mammographies automatiquement. Tu sais que là, actuellement, la mammographie, dans le cadre du dépistage, en général, c'est 2 médecins. Mammographie, c'est une échographie du sein. Ouais, enfin, c'est une radiographie du sein. Oui, oui. On met le sein dans un appareil, on le presse pour bien voir toutes les structures, et ensuite on prend une radio avec 2 incidences différentes, sous 2 angles différents. Et donc, on le fait regarder par des médecins humains, 2 médecins. Et donc là, il y a une étude assez récente qui a été faite sur 80 000 patientes en Suède, qui montre qu'on peut avoir une IA qui le fait maintenant automatiquement, aussi bien que des humains, mais en 2 fois moins de temps. On va montrer une machine dans un instant. On est allé filmer. Tu vas nous montrer comment les robots ont évolué avec l'IA, qui peuvent même trouver eux-mêmes. Vous allez voir, ça peut même être bientôt autonome. On va en parler aussi. Juste, quels sont les symptômes du cancer du poumon? Parce que c'est quand même un des plus gros cancers. Ouais. Comment est-ce qu'on peut se dire, tiens, j'ai un truc qui ne va pas, je vais aller consulter? À quel moment il faut se le dire? Alors, le problème, entre guillemets, de certains cancers, c'est que les symptômes n'arrivent que lorsque la maladie est déjà avancée. Et donc, c'est, une fois plus, je le redis, je suis un peu monomaniaque, mais c'est une fois plus l'intérêt du dépistage. Donc, aux États-Unis, par exemple, typiquement, tu as déjà des programmes de dépistage pour le cancer du poumon. En France, on ne les a pas encore tout à fait. Le dépistage, ça consiste à faire un scanner faible dose pour voir si tu as un nodule. Quoi qu'il en soit, en termes de symptômes du cancer du poumon, ça va être tout ce qui est respiratoire. Donc ça peut être un essoufflement, ça peut être de tousser du sang, tousser tout court, avoir des crachats inhabituels, et puis éventuellement avoir des douleurs inhabituelles. Mais le problème, c'est que bien souvent, quand tu as ces symptômes-là, c'est que tu as déjà une maladie qui est relativement avancée et que les traitements vont être compliqués. Et le cancer de la prostate, pour les hommes, tu sais, c'est le plus gros cancer chez les hommes. Comment est-ce qu'on peut le savoir? Alors, c'est encore plus embêtant, et d'ailleurs, on l'enseigne aux étudiants en médecine. Dans la majeure partie des cas, le cancer de prostate est asymptomatique. Et les gens qui ont des symptômes, donc c'est par exemple du mal à uriner, c'est-à-dire qu'il faut pousser plus fort que d'habitude, ou alors des envies très très fréquentes, ou alors des moments où tu as une envie et il faut y aller tout de suite, ça s'appelle de l'impériosité. Et bien en fait, tous ces symptômes-là, ils ne sont pas du tout spécifiques du cancer de la prostate, ils sont spécifiques de ce qu'on appelle l'hyperplasie, ça veut dire que tu as une grosse prostate, et malheureusement, presque tous les hommes avec l'âge, ils ont la prostate qui grossit. Et donc, ils ont ces symptômes-là sans que ce soit forcément un cancer. Et donc, presque, ça peut masquer un cancer. Est-ce qu'on peut faire une prise de sang pour savoir si on a un cancer ou pas? Est-ce qu'il y a des marqueurs dedans, dans le sang? Alors, ça dépend des cancers. Il y a pas, on va dire déjà qu'il n'y a pas un marqueur pour tous les cancers. Donc déjà, ça rend les choses un peu compliquées. Il y a certains marqueurs pour certains cancers. Et il y a pas mal de projets de recherche, voire de laboratoires qui travaillent sur notamment la détection des cellules circulantes ou de l'ADN circulant. C'est-à-dire, on ferait une prise de sang et on arriverait à détecter, avant que le cancer ne se manifeste véritablement, des petits bouts d'ADN tumoral qui se baladent dans le sang. Il faut savoir que tu as ça, en fait. Quand tu as un cancer, tu as des petits bouts d'ADN tumoral qui se baladent dans le sang. Et donc, c'est quoi de l'ADN tumoral? En fait, donc dans toutes nos cellules, on a de l'ADN. Tu sais, l'ADN, c'est un peu, entre guillemets, notre code génétique. Ouais, le code génétique, c'est un peu le plan qu'on a, qui est suivi par la machine du corps pour faire des tissus, faire des organes, etc. Et donc, en fait, le cancer, il a aussi de l'ADN. En fait, le cancer, c'est une maladie de l'ADN, justement. Et donc, quand tu as un cancer, même à un tout petit stade, eh bien, les cellules cancéreuses, elles relarguent cet ADN-là dans le sang. Et donc, le principe global de ça, c'est de prendre une prise de sang et d'aller voir dedans si on a ces fameux petits morceaux d'ADN. Et ça pourrait être intéressant parce qu'on pourrait, pour le coup, screener, enfin dépister tout type de cancer en un seul coup. Et pour terminer sur le sujet, mais cancer colorectal, tu dis que c'est un des plus importants en France. C'est quoi? C'est du sang dans les selles? Comment on peut savoir qu'on a un truc qui ne va pas? Alors, les symptômes du cancer colorectal, c'est effectivement du sang dans les selles. Alors, c'est traître aussi parce qu'il y a d'autres raisons d'avoir du sang dans les selles qui ne sont pas forcément des cancers, mais on peut quand même dire c'est quoi, d'ailleurs? Typiquement les hémorroïdes.
globalement. Mais ça, c'est pas... Oui, c'est à la sortie, quoi. Bah voilà, mais sauf qu'en fait, quand tu sais pas. ça donne du sang dans les selles. Donc c'est très souvent. Aux toilettes, tu vois du papier voilà. toilette rouge, tu dis mince. Voilà. Et donc parfois, ça fait que les gens minimisent le sang dans les selles, à tort. En se disant j'ai un hémorroïde, voilà. en fait, c'est un cancer. Et à l'inverse, ça peut faire l'inverse. Et donc. Et comment on le sait si c'est un hémorroïde ou un cancer? Eh ben, il faut aller voir son médecin et avoir un examen clinique, donc un toucher rectal. Et puis, il faut faire aussi le test de dépistage du cancer du côlon. Si on n'a pas de sang dans les selles, il faut faire ce test-là. Et s'il est positif, ensuite faire une coloscopie. Le risque de décéder d'un cancer est 1,9 fois plus élevé, donc quasiment 2 fois plus élevé chez les hommes les moins diplômés. Ouais. Les hommes les moins diplômés ont plus de cancer que les hommes les plus diplômés. Comment ça se fait? C'est parce que probablement que le fait d'être moins diplômé, ça fait que tu es dans des, on va dire, dans des couches socio-économiques où tu vas être plus exposé à des toxiques, donc le tabagisme, l'alcool, la malbouffe, etc. C'est ce genre de corrélation-là, en fait, en direct. On a filmé le cyberknife, donc le couteau cyberknife, mais cyberknife. C'est un robot, donc c'est de la radiothérapie. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'on va voir? Sébastien de l'équipe est parti te rencontrer à l'hôpital. On a pu filmer ces robots. Ils sont vraiment tous les derniers nés en termes de technologie. Ouais, donc en fait, l'intérêt d'aller voir ce robot-là, c'est qu'on parle souvent des robots chirurgicaux, mais qu'en fait, sont des robots, mais qui sont pilotés par des humains. Là, la machine qu'on a, c'est une machine qui, pour le coup, est, elle, à l'inverse, totalement autonome. C'est-à-dire qu'on programme le traitement à l'avance, et une fois que le traitement qui nous convient est envoyé sur la machine, et ben elle va l'appliquer de façon autonome. Et donc c'est une machine qui est capable d'envoyer des rayons de façon extrêmement précise, moins d'1 millimètre de précision, et de faire ça sur des petites tumeurs, en général de forme simple et de moins de 5 cm. Donc le message, c'est qu'on ne peut pas le faire pour tout type de cancer, on peut le faire que pour certains types de cancer, mais c'est 90-95% de guérison pour les patients qui sont traités avec ce genre de machine. Incroyable. Et donc là, il y a une seule machine dans Paris. Il y a une seule machine. Pour donner le niveau de la machine, il n'y en a qu'une seule, surtout Paris, etc. C'est une machine qui valent très cher, tu vas l'expliquer, je pense, mais comment ça coûte, juste une machine comme ça? Alors la machine, en fait, en tant que telle, elle coûte entre 3 et 4 millions, mais elle est dans un bunker, c'est-à-dire un endroit qui est très très épais, avec du béton très épais, pour protéger les gens qui travaillent autour. Et donc le bunker lui-même, il coûte aussi, s'il n'existe pas déjà, 1 ou 2 millions. C'est là où on se rend compte qu'il faut se rendre compte quand même qu'on a de la chance d'habiter en France, d'avoir la santé quasiment gratuite. C'est absolument incroyable ça. Ouais. On a la chance d'habiter, de vivre aujourd'hui, et pas il y a 300 ans, là où on vivait moins longtemps. On a la chance quand même d'avoir une médecine incroyable qui avance très très vite et d'être dans le pays où il y a la sécurité sociale. On ne s'en rend pas assez compte. Mais c'est une chance quand même d'avoir l'État qui paye tout ça. Absolument, ouais. C'est bon de le rappeler. Ouais. Et donc typiquement là c'est un hôpital public, donc vraiment c'est une machine qui est dans un hôpital public. Et même sans monter jusqu'à 300 ans, tu vois, il y a 20 ans, certains patients qui avaient des cancers du poumon inopérables parce qu'ils étaient trop fragiles pour être opérés, et ben on n'avait pas de traitement à leur proposer. Maintenant, de nos jours, on a cette machine-là qui permet de faire ce type de technique-là. Donc c'est une vraie révolution. Ouais. Regardez, on est allé filmer, du coup, Sébastien t'a rejoint pour filmer cette machine cyberknife. Alors, on est devant le cyberknife. C'est la machine un peu révolutionnaire. Ça fait quand même pas mal d'années qu'elle existe maintenant. Ça fait, je crois, plus de 10 ans. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est en train de bouger. Tu peux nous expliquer un peu ce qu'elle est, cette machine? Alors là, on voit un petit peu ce qu'elle fait quand il y a un patient sur la table de traitement. Là, il n'y en a pas, évidemment. Ouais. Il n'y a pas d'irradiation qui sort puisqu'on est dans la pièce, évidemment. Bonne nouvelle. Tu vois que la machine, en fait, est capable d'orienter la tête accélératrice, qui est cette partie-là, dans plein de positions différentes, qui va nous permettre d'atteindre la tumeur qu'on veut traiter sous plein d'angles d'attaque. Et en multipliant le nombre d'angles d'attaque, tu fais des traitements avec une très grosse dose de radiothérapie et qui ne touchent quasiment pas les organes autour qu'on ne veut pas toucher, justement, qu'on cherche au contraire à épargner. C'est une machine qui fait très très futuriste. Combien ça coûte une machine comme celle-là? Il y a d'abord la construction du bunker autour, qui coûte déjà quelques millions d'euros. Et ensuite, quand tu veux acheter la machine que tu vas mettre dans le bunker, ça coûte de nouveau quelques millions d'euros. Et en tout, grosso modo, c'est à peu près 6 millions d'euros. Et ensuite, il y a une maintenance annuelle qui coûte aussi quelques centaines de milliers d'euros par an. Est-ce qu'une machine comme celle-là, puisque son but c'est de cibler des tumeurs ou des cancers, est-ce qu'elle peut remplacer une opération par exemple? Je sais qu'il y a des pathologies, des cancers, comme le poumon ou le cœur, on doit ouvrir. Est-ce que ça peut remplacer une opération? Pour les patients qui ont des cancers du poumon par exemple, inopérables, parce qu'ils ont par exemple, ils sont trop âgés, ils sont trop fragiles, ça c'est le traitement de référence, ce genre de radiothérapie-là. Okay. Il y a des essais thérapeutiques aux États-Unis qui sont en train d'être faits pour comparer justement pour les patients cette fois-ci opérables,
la chirurgie versus de la radiothérapie stéréotaxique comme ça. C'est sûr que si l'essai est positif en faveur de la radiothérapie stéréotaxique, ce serait assez intéressant parce qu'il y a beaucoup moins de douleur, le traitement est beaucoup plus rapide, il n'y a pas d'hospitalisation, tout est ambulatoire et donc pour le patient ça représenterait potentiellement un vrai gain de qualité de vie sans mettre en jeu le taux de guérison bien évidemment, mais bon ça c'est vraiment l'essai qui va permettre de répondre à cette question-là, là c'est un petit peu tôt pour le savoir. On peut aller voir ce qu'il y a là-bas, je crois qu'il y a des petites têtes, on dirait des embouts de microscope. Je sais pas si c'est ça ou pas, mais ça ressemble à c'est des petits boîtiers. Est-ce que c'est des choses, tu vois, il y a des tailles 12,5, 15 mm. C'est le diamètre du faisceau que tu peux faire avec chaque embout. D'accord. Et en fait, il y a 2 modes. Cette machine, elle a 2 modes. Elle a soit ce qu'on appelle le collimateur multilame, c'est ce que je t'ai expliqué là-bas. Tu as un petit robot qui déplace en temps réel des petites lames qui vont sculpter le faisceau de photons. Ou alors un mode où tu vas mettre des collimateurs circulaires que tu vas changer en fonction du diamètre de ce que tu veux. Et ce qui est intéressant, c'est quand la machine vient changer toute seule la tête qu'elle a besoin d'utiliser. Et c'est pour ça que c'est aussi gros, c'est là qu'elle le fait. J'avais une dernière question à te poser. C'est ce ciel bleu. Alors ça, c'est un truc qu'on voit quand même parfois en réanimation dans des endroits où les gens n'ont pas de fenêtre, n'ont pas d'échappatoire en fait. Ils doivent regarder un petit peu vers eux, vers le ciel. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut voir là? En fait, c'est vrai que les séances de ce type de radiothérapie durent un peu plus longtemps qu'une séance classique. On permet aux patients d'écouter de la musique d'une part, mais aussi d'avoir ce plafond qui est un peu plus sympa avec un ciel bleu et des cerisiers japonais pour s'évader un petit peu en attendant que ça se passe, quoi. Alors du coup, Jean-Emmanuel, on vient de sortir de l'endroit où se trouve la machine, le CyberKnife. Et là, il me semble que ce sont des manipulatrices radio qui gèrent les machines qui vont contrôler. En fait, que juste derrière, là, le gros engin qu'on a vu qui s'appelle le CyberKnife. Qu'est-ce qui se passe là? En fait, souvent on a l'impression qu'il y a un peu de magie quand il y a des machines un peu automatiques, mais en vrai, il y a beaucoup d'humains derrière. Et donc les manip radio, c'est un métier dont on a fortement besoin, notamment pour manipuler les machines, y compris quand elles font elles-mêmes beaucoup de choses toutes seules. Okay. Et donc le principe du pupitre là, en fait, c'est de vérifier que le patient est bien positionné. On va faire des grosses doses de radiothérapie, et donc il faut être certain que le patient est parfaitement positionné au millimètre près. Et donc pour vérifier ça, avant de lancer la machine, qui ensuite sera vraiment autonome, eh bien on a besoin d'un humain qui va checker entre guillemets qu'il n'y a pas de décalage. La machine est juste derrière nous, en réalité, on n'en s'en rend pas compte là, mais c'est vraiment le mur qui est juste derrière. Qu'est-ce qu'on risque? Est-ce qu'on risque quelque chose ou est-ce qu'au contraire c'est tellement précis, il n'y a pas de choses qui sortent ou il y a un mur un peu bunker? Alors, il y a un gros mur bunker. En fait, avant que la machine puisse être installée dans ce genre de structure, il y a un énorme travail d'architecture et on va dire de radioprotection, on appelle ça. C'est-à-dire qu'on a des contraintes et des normes qui font qu'ici, là où on est, il y a zéro radiation. D'accord. Combien il y a d'épaisseur de mur, tu sais dire? Alors c'est de l'ordre de 1 mètre, 1 mètre et demi, ouais. D'accord. On va montrer des images là, il y a un monsieur qui est sur le banc, on floutera le nom et son visage. Qu'est-ce que ce monsieur ressent quand il est sur le banc? Parce qu'on imagine que la radio, on est irradié, qu'on sort, qu'on est fatigué. Qu'est-ce qu'il ressent lui? Alors il ressent rien du tout, en fait, parce que l'irradiation est tellement précise, sur un volume en général tellement petit, que pendant le traitement, on entend simplement un buzz qui n'a rien à voir d'ailleurs avec le buzz d'une IRM qui est un peu fort parfois. Là, c'est vraiment un tout petit buzz. Et à part ça, on voit rien, on sent rien. C'est incolore, inodore, indolore. Par contre, parfois, dans les jours qui suivent, on peut avoir un peu de fatigue parce que quand on fait ce genre de radiothérapie, il y a pas mal de phénomènes immunitaires qui se mettent en marche. C'est-à-dire que votre système immunitaire va commencer à se mettre en marche et donc ça peut fatiguer un petit peu après les séances. Ok. Est-ce qu'on peut se mettre derrière? Tu m'expliques un peu ce qu'on voit sur les écrans? Ouais. Donc là, c'est les écrans qui vont gérer à peu près tout. Là, il y a les images du patient qui est allongé, qui ne bouge pas. Ouais. Pas d'1 millimètre. Il n'y a pas de consigne comme dans les radios classiques où on te dit bouge sur le côté. Non. Pas, ouais. Qu'est-ce que fait l'écran central? Parce qu'on voit plein de choses. Il y a des graphiques, il y a des timings qui avancent, il y a du on, du off. Qu'est-ce qu'on voit? Alors le premier, dans l'ordre, en fait, ça se passe d'abord sur l'écran de gauche. Okay. Sur l'écran de gauche, en fait, on va voir l'image du patient telle qu'on l'a reconstruite le jour du scanner de dosimétrie, quand on a préparé le traitement. Donc il vient un jour, voilà. C'est un grand scanner gigantesque. Exactement. Pour que son corps soit... Pour que son corps soit dans l'ordinateur, entre guillemets. Comme dans Tron, tu vois, dans Tron ou Tron. Voilà, en gros, c'est ça. Et ça, c'est l'image qui est en arrière. Et en avant, on a une image un peu plus bleutée, là. Et cette image-là, en fait, c'est l'image qui est enregistrée, là, pendant qu'on est en train de parler, derrière nous, sur la machine, pour, en fait, comme un papier calque, vérifier que la position du patient est parfaite par rapport à ce qu'on avait prévu initialement. Si ce n'est pas synchronisé, c'est qu'on ne démarre pas le traitement. Tant que c'est pas les critères de qualité, on ne démarre pas le traitement. Ouais. Juste pour comprendre, parce que là, on a vu une machine gigantesque qui fait des tonnes, j'imagine. Ouais. Là, on a vu comment c'était géré, mais comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des... C'est pas une machine qui est branchée dans un mur, non? J'imagine qu'il y a plein de câbles de réseau, il y a quelques petites choses, machines, on va dire, en arrière. Est-ce qu'on peut les voir? Ouais, on va aller les voir tout de suite. Top. Tu vois, ça fait un petit peu de bruit. Ouais. Là, il y a des machines, je vois qu'il y a marqué Robocalch Controller et Manipulator Controller. C'est ce qui va contrôler
chaque élément, la table et le bras qui bouge. Ouais. Sur le plan mécanique, en fait, c'est cette partie-là, ces racks-là, ils vont contrôler via tout un système électronique les robots, enfin les mini-robots qui sont au niveau de chaque articulation du robot global, et qui va permettre d'être certain qu'au millimètre près, tu as le bon angle d'attaque entre guillemets de la tumeur qui est appliquée. Est-ce qu'elles servent pour d'autres choses que ces machines-là? Alors elles servent pour pas mal de choses. L'utilisation la plus connue, c'est surtout pour fabriquer des voitures en fait. Dans les usines de voitures qui sont de plus en plus automatisées, tu as ce genre de robots, cette marque de robots d'ailleurs. Et leur intérêt, c'est qu'ils sont extrêmement précis, peuvent en fait faire des gestes répétitifs à l'infini, plusieurs milliers de fois par jour s'il le faut, et de porter des charges énormes. Voilà, on a pu voir comme ça, c'est assez impressionnant de pouvoir voir tout ça. Est-ce qu'un jour, il pourrait y avoir le même genre de machine, aussi sophistiquée, mais complètement autonome? C'est-à-dire, tu te mettras ton corps et il te fera le diagnostic jusqu'à l'opération tout seul. Est-ce qu'un jour, ça pourrait arriver, ça? Sur le plan chirurgical, on n'y est pas encore tout à fait, mais potentiellement, peut-être dans 5-10 ans, il y a déjà... C'est pas long. Ouais, c'est pas très long. Enfin, ça peut sembler pas très long. En fait, il y a déjà des études, par exemple, qui montrent que l'on peut créer une IA capable d'identifier les instruments chirurgicaux sur des vidéos en temps réel. Tu vois, donc, il reconnaît les instruments. Et donc, l'idée, c'est que potentiellement, l'étape suivante, c'était de faire une IA qui est capable de les faire bouger et puis ensuite de faire des opérations chirurgicales. À mon avis, ça ne va pas arriver tout de suite en Europe. Je ne serais pas étonné que ça commence par des opérations, on va dire, les plus simples, notamment en Chine. Et puis peut-être après les États-Unis et puis ensuite l'Europe. Ça fait pas rêver une IA qui reconnaît un marteau d'une pelle. Ouais, mais en fait, c'est la première étape. Incroyable. Ah oui, mais là, on est très loin de. Il peut ouvrir un ventre et aller chercher. Pour te dire qu'on n'y est pas encore, ouais. Mais un jour, ça sera possible, tu penses? Je pense que techniquement, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas le faire. Comme ça évolue tellement vite. Ouais. On va après aborder des sujets, mais je suis passionné par le sujet, Zeva. Le fait de lire dans les pensées. Et juste un autre truc avant, c'est pour prévenir des suicides. L'intelligence artificielle est capable aujourd'hui de prévenir les suicides en regardant votre Instagram. Il y a des IA qui sont capables d'analyser votre profil. Comment ça marche? En fait, en fonction du type de couleur ou de filtre qu'il y a sur les images, on a entraîné une IA à reconnaître les gens qui ont des idées suicidaires ou des syndromes dépressifs. Et ça veut dire qu'ensuite, comme je disais tout à l'heure, de façon rétrospective, on l'a fait dans le passé, et maintenant on peut le faire dans l'avenir. Mais c'est pas le seul genre d'IA de ce genre-là. Il y a la même chose sur les données textuelles, notamment les posts sur Facebook, par exemple. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de monde qui fait des posts sur Facebook, mais en gros, on peut vraiment, à partir de ce que vous écrivez, voir si vous avez des idées noires ou ce genre de choses-là, et donc faire des interventions un peu de prévention avant que ça arrive. Putain, incroyable. Est-ce que ça peut poser problème après pour les assureurs qui se disent « Oula, le mec il est déprimé, je vais peut-être pas lui vendre une maison ». Le message un peu c'est ça, c'est qu'en fait il faut un peu être conscient quand on met des posts sur internet, des photos ou même du texte, que potentiellement quelqu'un peut se servir de ça pour faire du profilage, même si c'est interdit par l'AI Act, c'est-à-dire la loi en Europe. Tout ce que vous mettez, entre guillemets, pourra être retenu contre vous, quoi. Donc, prudence et méfiance par rapport à ce que vous mettez. Alors, comme on parle d'intelligence artificielle, je voudrais juste vous parler d'un sujet qui m'a le plus marqué quand on a travaillé l'émission avec toi. C'est flippant parce qu'on se rend compte que si ça tombe dans les mains de dictateurs ou de gouvernements un jour qui veut nous contrôler, c'est vraiment flippant. C'est la première fois que moi j'ai un petit mouvement de recul sur l'IA. Ils ont montré des images à des patients, d'accord? Ils ont pris des patients, ils leur ont montré des images. Je vous montre juste la partie d'abord d'en haut, c'est-à-dire vous voyez un nounours, vous voyez un petit chemin avec une petite maisonnette au fond, un avion, etc. Ils leur ont mis des électrodes, c'est ça, hein? Ouais, ils ont fait une IRM fonctionnelle, mais en gros, ils ont enregistré leur activité cérébrale. Ouais. Comment ça marche? Donc en fait, tu montres à des patients, à des personnes, c'est pas des patients, des personnes, des images. Les cobayes. Des gens qui participent, on va dire. Et tu enregistres leur activité cérébrale. Parce qu'en fonction de ce que tu regardes, ou aussi en fonction de ce que tu penses, etc., tu n'as pas les mêmes zones cérébrales qui s'activent, évidemment. Et donc ils ont enregistré ça, et ensuite ils ont entraîné une IA à reconstituer l'image à partir de l'activité cérébrale directement. Et donc ça veut dire qu'à posteriori, tu peux enregistrer l'activité cérébrale de quelqu'un, et reconstituer l'image qu'il est en train de regarder ou peut-être un jour ce à quoi il est en train de penser. Donc ça date de 2018, ça a été mis à jour avec des progrès vraiment impressionnants en 2023. Et là en 2025, il est encore plus impressionnant, il y a un peu l'étape suivante si tu veux, ce dont on parlait au tout début. C'est Meta qui a fait ça avec une équipe parisienne qui en fait a fait l'enregistrement d'activité cérébrale par IRM fonctionnelle, mais cette fois-ci directement pour prédire ce que tu es en train de taper sur un clavier.
Donc tu vois que là, on est on va dire au niveau de détail du mot et de la lettre auquel tu es en train de penser. Alors, ce qui est fou, je vais vous montrer les images maintenant, d'accord? Vous allez voir, première image, c'est ce nounours-là. Là, la personne qui a participé à l'expérience voit ce nounours avec un petit nœud violet autour du cou. Ce qui est fou, c'est que si un jour, on veut savoir dans les pensées qu'on met, je sais pas, une espèce de casque et une sorte de détecteur de mensonges, voir si la personne pense à quelque chose, on pourra peut-être reconstituer les pensées. Ça, c'est flippant. Ouais. Regardez ce que l'intelligence artificielle, branchée sur le cerveau de ce monsieur, a réussi à voir. Et donc, ils ont compris qu'ils regardaient une peluche. Voilà, vous avez l'autre image à côté. Et donc, ils ont détecté une peluche avec un nœud papillon à peu près. Ouais, c'est ça. Là, vous voyez l'image du petit chemin maintenant avec une maisonnette. Juste en dessous, c'est un autre chemin, moins précis, la maisonnette, mais ça marche quand même. L'avion, c'est impressionnant. On voit un avion bleu et un petit peu blanchi après avec l'intelligence artificielle. Ça a reconstitué aussi, par exemple, un skieur. On regarde un garçon qui fait du snowboard, du snow, et en fait, on peut le deviner. Un clocher ensuite avec une horloge. C'est vraiment, voilà ce que la personne voit et voilà ce que l'intelligence artificielle reconstitue en branché sur son cerveau. Et enfin, une locomotive à la fin, qui est pareil, une locomotive à vapeur, quoi. Ça, est-ce que ça t'effraie, toi qui travailles dedans? Ça a beaucoup d'avantages, l'intelligence artificielle, sur la médecine, mais est-ce que ça t'effraie sur certains points? C'est toute la question, en fait, des nouvelles technologies, et c'est pas une question nouvelle, en fait. À chaque fois qu'il y a une nouvelle technique dans l'histoire, on va dire, de l'humanité, tu as toujours, évidemment, une utilisation, on va dire, nucléaire, mauvaise et une bonne utilisation. Clairement, quand tu as ce genre d'algorithme-là, on peut assez facilement imaginer des utilisations assez mauvaises, mais on peut aussi imaginer des utilisations vraiment beaucoup plus bénéfiques, rendre la vue à des gens qui ne l'ont pas. Par exemple, tu sais, il y a ce qu'on appelle le locked-in syndrome, c'est des gens qui sont totalement incapables de bouger, mais qui sont encore conscients. On pourrait tout à fait leur rendre la communication par ce genre de choses-là, etc. Donc, il y a des applications qui vont être super, et il y a aussi des choses qui sont clairement discutables. Et donc, ça, pour le coup, je pense que c'est du rôle de la loi d'empêcher les mauvaises, de cadrer ça. Ouais. Des interrogateurs non consentis, par exemple, si un jour on met un casque, hop, t'as pas le choix, tu dis, tu parles même sans parler. Ça tombe un peu sous le sens que ce genre de choses-là intéresse. Dans certains pays, ça peut être problématique, c'est un souci. Le PDG de Google DeepMind, qui a reçu le prix Nobel, qu'est-ce que c'est que DeepMind exactement? Alors DeepMind, à la base, c'était une start-up qui a été rachetée par Google il y a quelques années, et qui est sans doute l'une des start-up les plus avancées en termes d'IA. Ils avaient notamment fait quelque chose qui avait beaucoup fait parler, c'était AlphaGo, une IA qui était capable de jouer au jeu de Go. Tu sais, le jeu de Go, c'est un jeu un peu plus complexe, on va dire, que les échecs. Les échecs, il y avait déjà Deep Blue d'IBM à l'époque qui avait battu Kasparov, je te souviens, il y a quelques temps. Et maintenant, ils ont fait une IA qui est capable de jouer au jeu de Go. Et la particularité du jeu de Go, c'est que c'est un peu plus difficile à prédire, un peu plus difficile à jouer pour une machine. Et donc, ils ont fait ça. Et sur le même principe, plus récemment, ils ont fait AlphaGo, qui permet de, cette fois-ci, prédire la conformation des protéines. Enfin, c'est un peu complexe, mais en gros, prédire la structure d'une protéine automatiquement. Et donc ça, pour développer des nouveaux médicaments, par exemple, ça va vraiment être très, très intéressant. Et donc, c'est pour ça que le CEO de Google DeepMind a déclaré il a dit un truc incroyable. Ouais, 2-3 semaines, qu'il pensait que d'ici 9 à 10 ans, on allait éradiquer les maladies. Éradiquer les maladies. Ouais. Il n'y aurait plus de maladies d'ici 9 à 10 ans. Alors, je suis pas aussi il a eu le prix Nobel, il est quand même c'est un vrai expert. Très câblé, c'est un vrai expert. C'est un vrai expert, ouais. Est-ce qu'il s'est avancé pour faire un effet de com à l'américaine, pour faire monter en bourse? C'est possible quand même, parce que 9 ans, ça me semble, 9-10 ans, ça me semble une... Après, c'est exponentiel, l'IA. C'est-à-dire que d'année en année, on multiplie par comme l'informatique. D'autant plus que là, il y a beaucoup de gens qui disent que 2025-2026, c'est potentiellement l'année... Enfin, fin 2025, début 2026, potentiellement l'année où on va avoir la singularité. C'est-à-dire une IA qui serait authentiquement intelligente et qui serait consciente d'elle-même et capable de s'auto-améliorer et donc de faire des itérations toujours de plus en plus. On est dans Terminator quand même. Hein. Alors pas forcément Terminator, mais on va dire les prémices. Donc il y a plein d'experts qui disent que c'est du fantasme pur et que typiquement les IA type ChatGPT de toute façon ne sont pas faites pour faire ça, et ça c'est vrai, elles sont pas douées d'intelligence, je l'ai dit tout à l'heure, elles sont simplement capables de faire des corrélations statistiques de mots. Elles ne sont pas vraiment intelligentes. Mais il y a d'autres techniques que les grands modèles de langage pour potentiellement atteindre cette singularité. Et donc, il y a plein de gens qui pensent, notamment dans la Silicon Valley,
qu'on y est presque d'ici 1 an, quoi. Il y a eu de la recherche de cancer déjà à l'époque par les nazis. Et si on remonte même plus loin, juste la Première Guerre mondiale aurait pu être évitée, tu disais. Ouais, alors ça, c'est des anecdotes parfois un peu étonnantes que j'explique. Historique. Dans le livre. Exactement. En fait, pour revenir sur la Première Guerre mondiale, tu as eu un Allemand qui s'appelle Virchow, qui est un médecin anatomopathologiste, c'est-à-dire les médecins qui regardent sous microscope les petites biopsies, c'est-à-dire quand on prend un petit morceau d'une tumeur, on regarde sous microscope pour voir si ça a l'air d'être un cancer ou pas. Et donc Virchow, qui était un Allemand, a en gros littéralement inventé cette discipline à l'époque. C'est lui qui a créé le principe de faire ça. Et il y avait Frédéric II, qui était l'empereur à l'époque de l'Empire de Prusse, et qui avait une sorte de laryngite, une modification de la voix assez problématique. Et donc ils avaient fait des biopsies. Virchow a regardé sous microscope et a dit non, c'est pas un cancer du larynx, c'est pas un cancer de la gorge, c'est une laryngite virale, ça va passer, etc. Et donc, il n'y a pas eu de traitement qui a été fait, ça a traîné comme ça. Il y avait des traitements en 1914 ? Alors, le traitement à l'époque, déjà, en fait, c'était la laryngectomie. C'est-à-dire que tu faisais une opération et tu enlevais le larynx. Donc, c'était très mutilant, mais au moins, c'était guéri, quoi. Et donc, malheureusement, ça a traîné parce que les experts n'étaient pas tous d'accord entre eux. Et donc, malheureusement, Frédéric II est décédé de son cancer du larynx. Et c'est son frère qui a pris la suite, son frère qui a été beaucoup plus belliqueux. Plus va-t-en-guerre, plus conservateur. Chercher la bagarre. Et donc, beaucoup de gens expliquent que si on avait fait le bon diagnostic initialement, oui, on avait guéri et qu'on n'avait du coup pas induit la Première Guerre mondiale, et il n'y aurait peut-être même pas eu non plus de Deuxième Guerre mondiale, puisque tu sais que la Deuxième Guerre mondiale, notamment, elle est liée aux conditions de capitulation de l'Allemagne à la Première. Et donc, beaucoup de gens t'expliquent que ce genre de toutes petites erreurs ont des conséquences majeures. L'effet papillon, quoi, si tu veux. Cancer confidentiel. Dans ton livre, tu parles aussi donc des nazis. Tu dis qu'ils étaient à la pointe de la recherche sur les cancers. Ouais, alors c'est tout le paradoxe en fait de ces époques-là, c'est que si tu regardes les politiques qui ont été mises en place par ce régime-là, ils avaient des politiques extrêmement poussées de prévention. Et donc ça veut dire que tu peux te retrouver dans des régimes qui sont atroces, comme le régime nazi, mais qui en parallèle font des choses qui sont pas si loin, si tu veux, de ce qu'on fait de nos jours dans les politiques de prévention contre le cancer. Et donc, ça m'intéressait de parler de ça dans le livre sur ce chapitre-là, parce que ça permet de faire réfléchir un peu sur jusqu'où on est prêt à aller pour prévenir des maladies, tu vois. Qu'est-ce qu'ils ont découvert ? Alors, c'était à peu près ce que j'ai dit au début, hein, c'est-à-dire la lutte contre le tabagisme, la lutte contre l'alcool, la lutte contre les viandes rouges, je sais qu'Hitler était végétarien, la lutte contre le manque d'activité physique, etc., etc. Ils avaient d'ailleurs une sorte de parallèle entre le cancer et, on va dire, la grande Allemagne nazie, qui voyait presque comme un corps dont ils faisaient une sorte de culte, tu vois. C'était les seuls à s'y intéresser à l'époque Non, c'était pas les seuls, clairement. C'était pas les seuls, mais ça a été parmi les précurseurs sur les politiques de prévention pure. Il y avait déjà beaucoup de recherches. D'ailleurs, à l'époque, la recherche sur le cancer était très européenne. Et vraiment, on voit un switch de la recherche vers les États-Unis à partir des années 50, grosso modo. Et il y avait le gaz moutarde à l'époque. Il faut rappeler, le gaz moutarde, c'était le gaz qui tuait dans les tranchées. Hein. Ouais. Il larguait des bombes qui faisaient du gaz un peu jaunâtre et ça tuait tous les gens qui le respiraient. Donc ça a même été interdit. Et en fait, l'histoire, c'est que les chimiothérapies ont le grand principe, on va dire, de la chimiothérapie, des traitements qu'on appelle cytotoxiques, c'est-à-dire toxiques pour les cellules cancéreuses, vient en fait un peu d'une sorte d'accident de guerre où beaucoup de trucs ont été inventés pendant la guerre, ouais, dans les accidents. Hein. Et donc l'histoire, c'est qu'il y avait eu un bombardement d'un port italien, et avec des bateaux qui transportaient justement du gaz moutarde. Et le gaz moutarde les bateaux avaient été détruits, le gaz moutarde avait été répandu dans l'eau du port. Et il y avait aussi des marins qui étaient sur les bateaux, qui étaient dans l'eau, qui avaient trempé là pendant plusieurs heures. Et donc on les a repêchés, et on a vu qu'ils commençaient à ne plus avoir de globules rouges, ne plus avoir de globules blancs, qui mouraient dans des conditions assez étranges. Et donc il y a un médecin qui a compris qu'en fait ça venait du gaz moutarde, et qu'en fait on pouvait utiliser ce genre de produit-là pour lutter contre la prolifération, c'est-à-dire le fait que les cellules se multiplient de façon incontrôlée. Et donc ça a donné l'idée à d'autres de se dire, puisque le cancer, c'est justement une maladie, on n'arrive pas à contrôler, à empêcher la prolifération de cellules, et on va commencer à se servir de ce genre de molécules-là. Dernière question, un dernier sujet qui est assez fou. On peut prédire les cancers avec Google Maps. Ouais. Donc ça, on apprend vraiment plein de trucs. Je ne savais pas que c'était possible, tous ces trucs-là. Alors ça, c'est un projet de recherche qu'on a fait quand j'étais à Stanford. Il y avait déjà des études qui avaient montré qu'on pouvait prédire, par exemple, la pauvreté en Afrique,
pour ensuite aller faire des interventions de santé publique. Et puis aussi prédire l'obésité aux États-Unis. Parce que l'obésité, c'est vraiment un gros problème de santé publique aux États-Unis. Et donc nous, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait utiliser les images de Google Maps, donc exactement celles que tu as quand tu regardes ta maison du satellite, pour prédire le risque d'avoir un cancer. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, les données épidémiologiques dont on dispose, elles sont très limitées. On ne connaît pas très très bien la répartition exacte du cancer. À tel point d'ailleurs que là, hier, je crois, il y a eu le vote à l'Assemblée nationale sur la constitution du registre national des cancers, explicitement pour ce but-là. Et donc le travail dont je te parle, c'était fait il y a 5 ans. Et donc on a entraîné une IA à regarder des images de satellites, 700 000 images de satellites, qui correspondaient aux 7 plus grosses villes américaines, 14,5 millions d'habitants, et à trouver les caractéristiques d'environnement ou d'architecture sur l'image satellitaire qui sont prédictives du risque d'avoir un cancer. Et donc on a montré qu'on était capable de prédire la carte, prédire, si tu veux, les endroits où il y a le plus de cancer, automatiquement en n'utilisant que ces images satellitaires. Par exemple, proche de champs avec des pesticides, proche d'une grosse ville. Proche d'autoroutes, loin d'un terrain de foot, parce que c'est des gens, par exemple, qui ont moins d'activité physique, etc. Toutes ces choses-là, ouais. C'est hyper intéressant ça. Tu rencontres beaucoup de gens qui sont malades, comme c'est ton métier, d'être oncologue, donc médecin spécialisé du cancer. Quelle est la plus belle histoire que tu as vue? Tu dois en avoir beaucoup, tu le disais tout à l'heure, mais quel est vraiment le truc où tu es rentré chez toi le soir et tu as dit, putain, je fais ce métier pour ça? Il y en a beaucoup. Je pense que on est un exemple précis. Plus touché par des patientes jeunes qui ont des maladies très graves. Notamment des cancers digestifs qui sont difficiles à traiter et en fait pour lesquels on va faire des traitements très lourds, de la radiochimiothérapie, c'est-à-dire que tu mets à la fois de la chimiothérapie et de la radiothérapie. C'est des traitements qui durent 5, 6, 7 semaines, qui sont très très difficiles. Et donc tu essayes tant bien que mal que le traitement se déroule bien et que tu ne l'arrêtes pas en plein milieu. Ça arrive aussi malheureusement, tellement parfois c'est difficile à supporter. Et donc j'ai pas mal d'exemples en tête, notamment de patients jeunes qui avaient ce type de maladie-là, qu'on a soutenu pendant ces 7 semaines de traitement et qui, 3 ans, 4 ans plus tard, sont guéris, quoi. Donc c'est ce que je disais un peu au début, super gratifiant de voir des gens en fait, qui reprennent leur vie, c'est-à-dire qu'ils recommencent à travailler, ils ont une famille, ils ont tout ce qu'ils avaient avant, avec le moins d'effets secondaires possible. Et tu te dis que ça c'est grâce à toute l'équipe du service, toute la coopération qu'il peut y avoir, parce que c'est souvent aussi des traitements qui sont super multidisciplinaire. Hein. C'est pas le médecin tout seul, c'est les infirmières, les manip radio. C'est une équipe. Ouais, exactement. Et quand ça t'est déjà arrivé de sauver quelqu'un au sens propre, hein, tu te lèves le matin, tu vas vraiment sauver des vies pour le coup. Non mais c'est notable, faut le dire. Hein. Tu as parfois recroisé des patients qui viennent te voir 3-4 ans plus tard, qui te ramènent un ballon de chocolat pour te dire merci, qui te prennent dans les bras. Ouais, alors en fait, comme on suit les patients après les traitements pendant 5 ans, 10 ans, ouais, bien sûr, ouais, on revoit régulièrement des patients qui s'épanouissent, qui reprennent leur vie, comme je te disais, et ça, c'est le mieux, quoi. Après, c'est pas, tout n'est pas rose non plus, hein, clairement. Il y a aussi des patients, malheureusement, qui récidivent. Là, tu te sens particulièrement touché quand tu as des patients qui récidivent. Et donc, pareil, il faut trouver des stratégies pour essayer d'aller au-delà et de continuer à les traiter. Ouais. Je vais te poser la question après, effectivement. Mais tu dois avoir des parents, quand tu sauves les enfants, qui doivent te... Alors moi, je fais pas de pédiatrie, pour le coup. Je fais que leurs enfants, ils doivent avoir 18-20 ans, hein, mais ouais. C'est leurs enfants. Alors j'ai très rarement des patients, on va dire, jeunes. On va dire que les patients les plus jeunes, ils ont dans la quarantaine. Mais par contre, du coup, c'est plutôt leurs enfants à eux, ouais. Ou parfois, c'est... D'autant plus que je me projette pas mal, parce que moi-même, j'ai des enfants. Des fois, j'ai des patients qui ont des enfants qui ont le même âge, 3 filles. Donc parfois, je me dis... j'ai vu des patients qui avaient aussi 3 enfants jeunes et tout. Donc là... ça te met une pression là pour être le meilleur possible. Ouais. Et c'est quoi là en tant qu'homme, même si tu es un docteur, professeur, tout ça, tu restes un homme quand tu rentres le soir chez toi. On a parfois interviewé des gens qui avaient des métiers au SAMU, sur plein de métiers très différents et qui peuvent être des militaires aussi, être touchés le soir en rentrant. Ouais. C'est quoi toi l'histoire la plus difficile que tu as à vivre en tant que médecin, que tu as le plus mal digéré, quoi? Une des choses les plus difficiles, ouais, c'était plutôt quand j'étais interne. Plus trop récemment, mais quand j'ai été interne, là pour le coup, je traitais, notamment quand j'étais de garde, des patients enfants. Et malheureusement, sur une de mes gardes, ouais, j'avais eu un décès. Et c'est vrai que ça m'a
ça m'a particulièrement marqué pendant plusieurs années même. Ouais, donc je pense que l'oncopédiatrie, c'est peut-être le plus dur. Ouais. Il y en a qui arrivent heureusement qu'il y a des équipes médicales incroyables. Hein. Dans tous ces services, là, il faut... Mais je ne sais plus si je l'ai dit au début, mais l'oncopédiatrie, heureusement, maintenant, on a d'excellents résultats, 80-90% de guérison. C'était pas aussi bon avant, donc c'est ça aussi, ça peut être gratifiant, mais ça veut dire quand même que c'est à 10-20% malheureusement d'enfants qui décèdent de ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter au maximum, pour terminer, d'attraper des cancers? Qu'est-ce qu'on peut faire à son petit niveau? Tu disais tout à l'heure, l'alcool, la cigarette surtout en numéro 1, le stress, je crois que tu es dedans. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour, en tout cas, aller dans le bon sens? Alors, ça, c'est une question si tu veux, qui est intéressante parce qu'en fait, je ne vais pas réinventer, je ne vais pas donner de scoop. Quoi. Non, mais même bien le fait que je donne parfois. pas de scoop, en fait, souvent les gens ils font pas les choses les plus simples. Et parce que c'est vachement dur à faire en fait. La première chose effectivement, c'est d'arrêter le tabac. Ça, il n'y a pas photo, on le dit sans cesse, mais c'est vrai. Même une seule cigarette, on sait que c'est pas bon. Pas forcément pour le cancer, mais pour d'autres risques. Donc, même une seule, c'est pas bon. Diminuer ou arrêter l'alcool aussi. Bon, on peut essayer de diminuer, mais on commence à avoir des études qui montrent aussi que même une faible consommation n'est pas terrible. Mais bon, c'est difficile de s'arrêter, on est bien d'accord. Surtout quand on est dans un contexte social, qu'on sort et tout. Faire de l'activité physique, c'est absolument majeur. Là, il y a eu l'ASCO, c'est le grand congrès américain de cancéro, 60 000 cancérologues qui se retrouvent à Chicago, avec plein d'études qui sont communiquées. Et donc, il y a eu des études, une fois de plus, qui ont montré que les gens, en gros, qui font de l'activité physique ont quasiment 30% de chances de plus de guérison. Et même de faire moins de cancer. Donc, c'est le sport. Un médicament. Faire du sport, c'est un médicament, peut-être même meilleur que certains autres médicaments, clairement. Quel sport est le meilleur pour la santé? Toi qui es chercheur en oncologie, spécialisé dans le cancer, est-ce que tu as un sport à conseiller si tu devais, pour tes enfants, donner un sport? Alors, il y a deux grandes catégories, on va dire. Il y a tout ce qui est cardio. Non plus, je ne vais pas donner scoop, mais en gros, la course, c'est bien, mais le problème, c'est que c'est pas très bon pour les articulations. Et potentiellement, si vous en faites vraiment beaucoup, ça va pas forcément être très très bon pour le cœur. Ah, c'est vrai? Ouais. Les gens qui courent beaucoup, les marathoniens, ceux qui font des triathlons et tout, ils ont des problèmes cardiaques parfois. Waouh, ok. C'est tout une question de dose aussi. Ouais. Ça aussi, on peut dire en message, question de dose. Ni trop, ni pas assez, quoi. Et donc, le cardio, la marche, en fait. Tout simplement, faire une demi-heure de marche tous les jours, ça peut sembler complètement nul, basique. Anodin, ouais. Sauf qu'en réalité, ça aussi, c'est quasiment un médicament en tant que tel. Et puis, la deuxième catégorie d'exercice qui a démontré, on va dire, son intérêt, et ben en fait, c'est le poids, enfin la muscu. Notamment parce qu'on sait que quand on vieillit, on perd un certain pourcentage de muscles année après année. Et les gens qui perdent du muscle, ils perdent en autonomie, ils n'arrivent plus à se relever, ils perdent l'équilibre, ils perdent plein de choses. Et donc, en fait, faire de la muscu... Même après un certain âge? Encore plus. Même après 60 ans? Ah ouais, encore plus après. Tu peux aller soulever, tu te fais pas un risque d'AVC ou cardiaque? C'est pas du bodybuilding, hein, c'est pas... Non, mais des petits trucs légers, tu peux avoir des petits haltères de 2 kilos. C'est complètement recommandé. Ah bon? Donc, l'activité physique. Même à 70-80 ans? Absolument, ouais. Alors, une fois de plus, toute une question de dose. Tu vas pas faire de bodybuilding. Faudrait mettre des salles de sport dans les EHPAD? Potentiellement pour les gens qui peuvent aussi. Toute une question d'être adaptée. Non, mais si tu peux, des mini-poids, des trucs. Clairement, même pour les articulations. devrait être développée. Ouais. Tu sais, des élastiques, tirer des petits trucs. Ouais, absolument. Même si vous commencez tard, il faut le faire un peu et ça ne peut être que bénéfique. Évidemment, encadrer si jamais vous avez des problèmes de santé, donc faire attention à ne pas vous faire des problèmes d'articulation, aux os, etc. Mais clairement, il n'y a pas photo, c'est ultra puissant. Donc musculation et un peu de cardio. Un peu de cardio, ouais. Et ensuite, le tennis, par exemple, on dit toujours que c'est le sport le plus complet. J'ai tapé sport bon pour la santé. Le tennis arrive en numéro 1 en disant c'est le sport le plus complet. Pas tant que ça, parce que c'est asymétrique. C'est-à-dire que soit t'es droitier, soit t'es gaucher. Voilà. Et puis, c'est plus sur on va dire, sur des efforts brefs et intenses. Donc, c'est pas mal. Si vous avez le choix entre rien faire et du tennis, évidemment, faire du tennis. Mais si vous avez le choix, le tennis, c'est bien sûr, mais c'est pas forcément le truc le mieux. Probablement que dans les sports aussi, les plus complets, c'est plus la natation. Encore plus que la course, peut-être encore plus que la marche, puisque tu vas mobiliser tes membres supérieurs et inférieurs. Et donc, je donnerais plus ce conseil-là, ouais. Tu nous as parlé d'un modèle, pour terminer, de la NHS, Système de santé britannique, entraîné sur 57 millions de patients en Angleterre. Ça fonctionne comment?
Alors en fait, ils ont pris 57 millions de dossiers du NHS. NHS, c'est un peu l'équivalent du ministère de la Santé en Angleterre. Ils ont un système qui est assez centralisé, c'est-à-dire que tous les hôpitaux appartiennent, enfin presque tous les hôpitaux appartiennent au NHS. Et donc, ils ont centralisé ces dizaines de millions de dossiers et ils les ont donnés à un modèle qui a appris à, par exemple, prédire les risques d'infarctus, les risques d'être hospitalisé dans quelques semaines, dans quelques jours, etc. Et donc, ils ont appelé ce modèle Foresight, comme si tu pouvais prédire à l'avance les choses, on en a parlé aujourd'hui. Et donc, ils vont déployer ce modèle-là à large échelle, justement, pour chercher à faire de la prédiction et de la prévention, mais ça me permet de dire un petit rappel. C'est-à-dire que tous les modèles prédictifs d'IA, c'est-à-dire qui te permettent de trouver des choses à l'avance, sont utiles, je pense, que si jamais tu peux, entre guillemets, changer les choses. C'est-à-dire que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, si tu connais ta date de décès, mais que de toute façon tu ne peux pas y la changer, ça n'a grosso modo aucun intérêt. Par contre, en médecine, si tu as un modèle qui te dit, là, il y a un risque sur tel organe, etc., et que tu peux faire quelque chose pour le diminuer, là, ça a vraiment de l'intérêt. Et donc là, ça va avoir des impacts importants pour tout ce qui est médecine préventive, qui pour l'instant n'est pas très très bien développé. En 2024, l'UNESCO a alerté sur les problématiques autour du racisme et du sexisme avec les IA. Ça a montré qu'en fait, les hommes étaient souvent associés au terme de carrière, business, à des postes de responsabilité, alors que des femmes seraient présentées dans 30% des textes générés, du coup, comme une mannequin, une serveuse ou une prostituée. Ouais. Alors, les biais, tu as vu ça? Ouais. Alors, en médecine, il y en a aussi, ça s'appelle des biais. Il y a plein de biais différents. Il y a un biais de données qui est très connu, je peux expliquer en 2 secondes. En fait, il y a une équipe de Stanford qui avait entraîné une IA à reconnaître les mélanomes sur la peau. C'est-à-dire que tu prenais une photo de ta peau sur un grain de beauté qui avait une sale tête, et l'IA était capable de te dire si c'était un mélanome, c'est un cancer de la peau, assez méchant, de façon très très fiable. Et donc ça a fait une grande publication, ça a impressionné tout le monde, ça c'était en 2016, donc ça fait déjà presque 10 ans. Et on s'est rendu compte quelques mois plus tard qu'en réalité cette IA, elle était très très mauvaise pour diagnostiquer les cancers de la peau chez les personnes qui avaient la peau noire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans les données qui avaient été utilisées pour créer l'IA, pour la générer, il y avait très peu d'images de peau noire, ou voire pas du tout. Et donc elle était complètement nulle pour faire ça. Et donc ça souligne un truc qui est majeur en médecine, c'est d'être certain qu'on a le bon alignement entre la population qu'on a utilisée pour faire l'entraînement de l'IA et la population sur laquelle on va se servir de l'IA. Et donc je termine là-dessus. Si demain, on se sert tous d'IA qui sont faites par exemple aux États-Unis ou en Chine, c'est pas du tout sûr qu'elles fonctionnent bien pour nous, Français ou Européens. Et donc il y a un risque de santé publique à ne pas développer l'IA en France et en Europe. Et donc il faut vraiment il faut qu'on ait faut qu'on ait nos propres systèmes. C'est pas que du chauvinisme, c'est aussi vraiment de la santé, quoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a OpenAI, qui est américain. Ouais. Les Chinois ont aussi DeepSeek. Ouais. DeepSeek. Enfin, ils ont différents trucs. Nous, on a Mistral. Mistral. Mais après, je parle même sur des IA médicales pures dédiées à la médecine. Il faut vraiment pas qu'on prenne de retard, parce que sinon, dans 10-15 ans, sachant que de toute façon, toute la médecine sera beaucoup faite par de l'IA ou avec de l'IA, si on n'a pas développé nos propres outils, ça va être compliqué. Goldman Sachs a dit que l'IA générative, c'était en 2023, pourrait remplacer 300 millions d'emplois dans le monde. Apparemment, les études montrent que les patients trouvent plus d'empathie chez ChatGPT que chez leur médecin. Alors effectivement, quand on parle effectivement des performances d'IA, dont on a parlé tout à l'heure, entre l'IA et les médecins, on dit souvent oui, mais le médecin, c'est pas que, on va dire, la performance pure technique, il y a toute la partie humaine, et ça, je suis 100% d'accord, la relation médecin-patient, la consultation, la confiance que tu peux avoir. Et donc ça a été évalué dans une publication. Et effectivement, on a demandé à un comité constitué de patients et de médecins aussi, de noter l'empathie perçue dans des réponses écrites données à des questions, et à l'aveugle. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas si c'était ChatGPT ou des médecins. Et donc, ce qui donne les meilleurs résultats, c'est plutôt ChatGPT. Mais je rappelle, il y a une petite limite méthodologique, c'est que tout ça, c'était fait par écrit. Quand tu es dans une consultation avec c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Tu as plein de choses qui passent par le non-dit, etc. Et donc ça, l'IA, elle n'est pas encore prête complètement à le capturer, on va dire. Si vous voulez chercher le livre de Jean-Emmanuel Bibaud, voilà, Cancer confidentiel, qui est l'histoire du cancer, des secrets d'hier aux révolutions de demain, par l'auteur de 2041, l'Odyssée de la médecine, voilà, qui est là, ce qui est le premier livre aussi, c'est chez Équateur, l'éditeur. Je vous mettrai les liens si vous voulez aller le commander. Il y a plein d'autres infos, là, on en a cité quelques-unes, mais c'est très intéressant. Vous aurez ça dans la description
de cette vidéo YouTube et dans la description aussi du podcast audio, peu importe la plateforme sur laquelle vous pouvez nous écouter. Voilà, comme c'est en voiture ou en transport, vous pouvez nous écouter aussi sur les plateformes de podcast audio comme Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast. Et dans la description en général, vous n'avez qu'à cliquer sur le truc, ça va s'agrandir, il y aura le lien pour commander le livre. Ça vaut le coup, c'est intéressant, c'est un sujet important. Comme tu disais, 1 personne sur 2 en France aura peut-être un cancer un jour, donc on va se toucher la tête, on va toucher du bois. Et puis bravo pour ce que tu fais au quotidien. Merci d'être venu jusqu'à nous pour nous expliquer tout ça et puis prendre le temps. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission. J'espère que ça vous a plu chez vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre la petite cloche aussi pour être au courant des prochaines sorties qui arriveront tous les mercredis, tous les vendredis, tous les dimanches. Je vous mets 3 interviews par semaine. On fait des reportages aussi. Et le mardi, il y a une autre émission qui s'appelle Legend Story. C'est des journalistes qui sont à la caméra, qui interviewent aussi des personnes qui viennent raconter quelque chose d'incroyable qu'ils ont vécu. Vous êtes tous les bienvenus sur le même siège. Si vous voulez venir comme Jean-Emmanuel, vous venez vraiment avec plaisir. Il suffit juste d'envoyer votre numéro de téléphone avec quelques anecdotes sur contact@legendgroup.fr. Vous me mettez quelques anecdotes, votre numéro, vous me balancez un mail et puis vous serez tous les bienvenus. Je vous embrasse et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!